I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce en enfer. And I am the best film director in the world. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Alexandra Mas, cofondatrice du magazine The Edge et je vous accueille dans cette émission de The Cinema Show, spéciale sur la 78e édition du Festival de Cannes. Après 2 semaines dans la bulle cannoise, les envoyés spéciaux de TCS sont enfin de retour. Autour de la table et... qu'est-ce que j'ai écrit ? Autour de la table et de retour de Cannes, pardon, avec qui j'ai passé 2 semaines en coloc et dont j'ai vu le slip plus d'une fois. Hugo, comment vas-tu ? C'est vrai que t'as vu mon slip, mais alors, je vais débunker ça tout de suite. Non, hein, il ne s'est rien passé. Ils sont comment ces slips ? Les slips de Hugo, ouais. Ils sont pas mal. Ah. Ok. Ils sont pas mal. Là, ils sont là, c'est plutôt... Ouais, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. J'aurais pu me balader sans slip. C'est vrai que t'aurais pu. On retrouve également avec nous 3 experts en Cannes, n'est-ce pas Marie ? Tu es expert en Cannes, je crois. Je suis ravie que tu me le dises, mais merci, oui, bonjour. Jonathan, il me semble avoir lu sur ta fiche Wikipédia que tu étais le cousin par alliance de Thierry Frémaux. Du coup, ça fait toi un expert en Cannes également, on est d'accord ? Oui, expert en Cannes et je ne suis jamais allé à Cannes, donc c'est pas mal. C'était un beau paradoxe. Alors que t'as un cousin qui pourrait vraiment te faire rentrer. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Et enfin, Costa, toi, tu es carrément un des 2 frères Dardenne. Bravo à toi pour ce prix du scénario. De rien. Du coup. Voilà. Et je me porte très bien. Et en plus, je n'ai pas vu le slip de Hugo, donc alors ça, c'est décevant. Tu pourras regarder la VOD de la semaine dernière. Je suis sûr que t'es déçu au fond. Allez, on passe à autre chose. En plus, il était propre. Et de l'autre côté du miroir, on a également Yanis Le Goat et le sensuel Lucas Van Hacker qui s'occupe de la régie. Donc au programme de l'émission ce soir, une grosse partie consacrée au Festival de Cannes, mais aussi des débats sur 2 films qui étaient tous 2 sélectionnés hors compétition cette année, soit Mission Impossible The Final Reckoning de Christopher McQuarrie et La Venue de l'avenir de Cédric Lapiche. Et suite à tout ça, on aura le droit au top des films de Cannes, au reco et au quiz concocté avec beaucoup d'amour par Marie. Bon, on a du pain sur la planche, on a de la planche sur le pain, non. Bon, bref, on commence dès maintenant, c'est parti pour cet épisode spécial Cannes. C'est le débrief de Cannes. Ah, on a perdu la GoPro. On a perdu la GoPro. De ce cinéma show. On a perdu la GoPro. On a perdu la GoPro. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. C'est un gros rassemblement de riches qui se branlent entre eux. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Exceptionnel ce générique. Samedi, c'est donc terminé la 78e édition du Festival de Cannes, une édition marquée par ces discours politiques engagés qui furent présents dès l'ouverture. Je vous propose qu'on s'écoute des petits extraits d'ailleurs pendant ce début. Donc déjà un petit extrait du discours de Laurent Lafitte qui rend hommage aux acteurs engagés. D'ailleurs, on moque souvent l'acteur qui parle. Eh bien moi ce soir, j'aimerais le célébrer. Voilà, j'aimerais honorer James Stewart ou Jean Gabin, qui passe de héros de cinéma à héros tout court. Joséphine Baker, qui dissimule dans ses partitions les messages codés de la résistance française. Marlène Dietrich, qui tourne le dos à sa propre nation pour mieux la retrouver. Richard Gere, qui défend le Tibet et peut dire adieu au passage à sa carrière en Chine. Isabelle Adjani, qui met littéralement sa vie en danger en lisant un passage des versets sataniques. L'actrice Taraneh Ali-Dousti, emprisonnée pour avoir défendu les droits des femmes en Iran. Rock Hudson, qui bouleverse sa postérité en faisant de sa mort un symbole. Adèle Haenel, qui quitte la salle au sens large, le poing levé, sans oublier bien sûr un autre acteur, devenu chef de guerre, Volodymyr Zelensky.
Et donc le successeur de Anora de Sean Baker a été choisi par le jury mené par Juliette Binoche. La Palme d'Or fut donc décernée au film Un simple accident, film iranien de Jafar Panahi. Un film donc qui marche dans la démarche éminemment politique de cette édition. On s'écoute aussi un petit extrait du discours de Jafar Panahi. برسیم به جایی که دیگه کسی به ما نگه چی بپوش چی نپوش چه بکن چه نکن. Arrivons à ce moment ensemble que personne n'ose nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme vêtement, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. و سینما که عشق ماست کسی به ما نگه چی بساز چی نساز. Et le cinéma, c'est une société. Personne n'a droit de nous dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. به امید اون روز و تشکر از همه شما، تشکر از فستیوال کن و تشکر از تمام کسایی که برای این کار زحمت کشیدن. ممنونم. Et espérons ce jour, et je vous remercie tous, je remercie le Festival de Cannes et tout le monde présent. Alors avant tout, revenons sur les différents prix qui ont été remis à l'issue de la soirée de clôture. Donc la Palme d'Or à Un simple accident, le Grand Prix a été remis à Sentimental Value de Joachim Trier. Le prix du jury en ex-aequo a été remis à Sirat de Oliver Lax et Sound of Falling de Masha Chilinski. Le prix de la mise en scène a été remis à Kleber Mendoza Philo pour l'agent secret. Les Dardennes sont bien repartis avec leur prix, avec le prix du scénario pour Jeune Mère. Le prix d'interprétation féminine a été remis à Nadia Meliti pour La Petite Dernière. Prix d'interprétation masculine à Wagner Moura pour l'agent secret. Et un prix spécial donné aux Résurrections de Bihan. On a également la caméra d'or, tout ça, mais je pense qu'on en parlera un peu plus pendant ce débrief. Mais il a été également remis 2 palmes d'honneur, une donc à Denzel Washington et une à Robert De Niro, qui lui aussi a fait un discours très engagé. On s'écoute pour la dernière fois un petit extrait. Démocratique, le mot que je viens de prononcer, ce mot est ô combien important. Dans mon pays, nous luttons d'arrache-pied pour défendre la démocratie que nous considérions toujours comme acquise. Et ça concerne tout le monde, tout un chacun d'entre nous. Ça nous concerne tous parce que les arts sont par essence démocratiques. L'art est inclusif, il réunit les gens, comme ce soir. L'art est en quête de la liberté. L'art, inclut la diversité. Et c'est pourquoi l'art est menacé. C'est pourquoi nous sommes une menace pour les autocrates et les fascistes de ce monde. Alors, avant qu'il y ait un dialogue un peu entre moi et Hugo, finalement, est-ce que vous avez pu, est-ce que vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture et de clôture ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, de cette ambiance très politique ? Jonathan, vas-y Marie. Ah mais moi j'ai apprécié l'ouverture et la clôture. J'étais assez heureuse de justement qu'on sente cet engagement dans les discours. Je trouve que Laurent Lafitte il a été très bon. Parce qu'il y a des années où certains maîtres de cérémonie n'étaient pas si bons. Et Laurent Lafitte il fait un très bon exercice et je sais pas, j'ai été assez émue de voir ces grands acteurs, actrices passer sur la scène. La clôture, les différents prix étaient émouvants. On a eu des super discours et c'est ce qu'on attend de Cannes en fait, finalement. Ouais, Jonathan. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'après j'ai du mal toujours à juger les cérémonies qui sont quand même là, pour aussi un peu remplir. Un exercice quoi, donc j'ai pas énormément d'avis là-dessus. Après je rejoins ce que disait Marie sur le reste. On n'a pas un extrait de Tarantino quand même On n'a pas un extrait de Tarantino parce que moment. Oui, je suis d'accord, mais le gars qui a fait la traduction a complètement foiré.
Du coup, l'extrait avec le doublage français est affreux et j'ai trouvé que celui-là. C'est savoir que nous, quand on est en Debussy dans la salle, on n'a pas la traduction d'ailleurs, on a directement la VO, donc c'est bien, on n'avait pas eu ça, mais c'était vraiment un grand moment. Tarantino qui arrive sur scène, pétage de câble complet, qui balance le micro. Beaucoup rigolé aussi, on a pu le suivre. Ça faisait un peu une cassure dans ce côté très cérémoniel, très cérémonieux. Et il se barre à la fin. C'est pas pour rien qu'on invite Tarantino aussi, bien sûr, pour ce genre d'événement. Parce qu'il y a aussi pas grand chose à foutre vu qu'il a annulé son prochain film. En fait, je suis content parce que aussi, en aimant le Cannes, quand on entend les témoignages de beaucoup de gens qui y sont, c'est quand même une grosse bulle où en fait t'es complètement hors du temps et en fait t'as l'impression qu'il n'y ait aucun problème dans ce monde. Et en fait justement qu'il ramène beaucoup du coup de discours politiques, et en fait ça équilibre, je trouve, tout ça. Et c'est du coup, c'est tant mieux quoi. Donc c'est cool. En fait, évidemment que c'est un festival bourgeois. Tu peux te tourner vers Maxime quand tu dis ça, il est assis à côté. Évidemment qu'on est dans une bulle assez classiste, mais c'est également une énorme vitrine pour faire passer des messages. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Ça reste un festival qui est très reconnu à travers le monde. Donc évidemment qu'il faut en profiter pour dire des choses importantes. C'est toujours le paradoxe de Cannes d'ailleurs, et c'est pour ça. Après, c'est vrai que sur le côté bling bling, paillettes et tout ce qui est attrait autour du festival de Cannes, ça donne une image très bourgeoise, très aristocrate et riche, mais en même temps aussi c'est la plaque tournante du cinéma mondial, notamment avec le marché du film, etc. Donc sans le festival de Cannes, mine de rien, ça redistribue un peu les cartes pour tous les autres festivals, pour tous les professionnels du cinéma, et ça on peut pas le nier, et ça fait aussi partie de l'ombre dont on parle trop peu souvent. Puis il n'y a pas que la sélection officielle, il y a 3 grosses sections parallèles qui sont hyper importantes, qui mettent en avant des cinémas qui sont pas en sélection officielle, qui sont encore plus confidentiels. Donc Cannes, c'est un énorme écosystème, et effectivement les médias s'arrêtent au tapis rouge, mais il y a beaucoup plus que ça. Bien sûr. Bon, vu qu'il y a que Hugo et moi qui sommes allés à Cannes, je vais nous poser la question comme si j'étais Simon. Donc, tu veux que je pose des questions? Je peux poser des questions si tu veux. Tu veux poser les questions? Alors, je fais juste l'imitation de Simon. D'accord. Okay. Alors les petites beautés, vous êtes plutôt d'accord avec le jury et les prix qui ont été remis ou pas? Pas mal mon imitation. Franchement, c'est à s'y méprendre. Est-ce que t'as la stat de combien on a vu de films qui ont été récompensés ou pas? Parce que je pense que c'est pas beaucoup. On a vu La Petite Dernière, on a vu Résurrection. Ouais. Attention. Est-ce que vous êtes en compte en direct que vous avez vu là? Ça va être long. Hein. Non, mais juste ceux qui ont gagné. On a vu Sentimental Value. 3 sur 7 quoi, même pas la moitié. 3 sur 7. sur la sélection, enfin la compétition officielle. Oui, parce qu'on n'a pas vu 3 films à Cannes, attention. On en a vu très exactement 34. Ouais. 34 c'est beau. Sinon c'est un beau palmarès quand même si en fait pour le peu des films qu'on a vus, je trouve ça assez logique qu'ils aient un prix, même si j'aurais aimé que Sentimental Value ait la Palme d'Or. Mais voilà, je vais pas dire du mal d'un simple accident alors que je l'ai pas encore vu. Mais même le fait que Résurrection reparte avec un prix un peu spécial, alors que qui a pas vraiment de valeur, ce qui n'existe pas vraiment ce prix en fait. Il méritait clairement le prix de la mise en scène. Oui, enfin c'est Juliette Binoche avait expliqué son choix en conférence de presse, c'est vrai que c'était pas très compréhensible, c'était je voulais récompenser la démarche. Donne-lui un vrai prix, et à ce compte-là, tu donnes un prix spécial aux Dardennes comme vous faites chaque année, quoi. Mais c'est peut-être encore un film qui est trop perché pour certaines personnes à Cannes. Après, il y a eu des prix pour certains films, franchement. Ouais, c'est vrai. Titan a quand même gagné la Palme d'Or. Et le fait qu'on donne à... Comment il s'appelait le film de Ruben Östlund, le deuxième Sans filtre. Sans filtre, bon, c'était pas non plus... Ouais, mais c'est très très différent. Je trouve que Sans filtre, il est quand même plus accessible que Résurrection. Résurrection, en fait, c'est vrai que quand on voit le film, on se rend vite compte qu'il y a pas qu'il essaie pas de nous raconter une histoire, en fait. Enfin, que c'est un film à sketch. Ouais, déjà c'est un film à sketch, mais c'est surtout un film qui envoie chier toutes les conventions de narration, et du coup c'est un film qui se reconstruit en permanence en fait, donc c'est vrai que c'est très particulier. Ouais. Mais ça renvoie aussi à ce qui s'était passé l'année dernière avec Les Graines du Figuier Sauvage. Bon, le film n'est pas du tout la même chose, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de petit consensus en disant waouh, là c'est un grand film, il va falloir récompenser. Que le jury n'a pas forcément été très fan, ils ont dit bon allez, prix spécial. Non, mais chaque année il y a des prix spéciaux comme ça. Voilà. Godard pour son livre d'images, non je sais plus lequel. Il Palme d'Or spécial. Palme d'Or spécial, c'est pas Palme d'Or. Mais encore Les Graines du Figuier Sauvage, c'était aussi le mouvement politique qui était récompensé, mais là comme j'ai l'impression qu'ils sont même rattrapés parce qu'ils ont récompensé effectivement un film iranien de la Palme d'Or cette année, mais du coup c'est un peu bizarre que Résurrection reparte avec un prix spécial. En plus, comme si on n'a pas vraiment de comparatif, c'est un prix, on sait pas trop ce qu'il vaut, que les autres films qui gagnent c'est juste des films comme ça quoi, où on voulait les rajouter dans le palmarès mais on sait pas quoi donner. C'est bizarre en plus que l'agent secret il repart avec 2 prix, donc tu pouvais lui donner qu'un seul prix et donner le prix de la mise en scène à Résurrection quoi. Alors Marie, je vais te donner les questions. Et alors c'est des questions que j'ai repris de Simon, donc voilà.
Donc je commence à la 2, on est d'accord. Attends, interviewer. Non, tu commences à la 1. Tu peux imiter Simon si tu veux. Je n'ai aucune idée de comment faire. Bon bah fais Chirac, c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette 70e édition? Ah, tu fais bien Simon. T'as mis 77 sur ton conducteur. 78, non, c'est moi qui m'a le dit. Voilà. Mais du coup, moi, c'était du coup la première fois que j'allais à Cannes, moi, et je suivais jamais trop Cannes en fait. Je me suis rendu compte que j'ai jamais trop suivi ce qui s'y passait. Et être dedans, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier, je trouve. J'ai pas le comparatif avec les autres années. Ouais, moi j'ai pas trop de comparatif. Toi, t'as le comparatif avec l'année dernière. Ouais, déjà. mais j'ai pas non plus de comparatif avec un autre festival parce que j'ai jamais fait de festival de manière aussi intense. Le cinéma, tu l'as pas fait de manière intense? Je l'ai pas fait tous les jours ou tu vois, genre parce que comme je travaillais à côté, là c'était vraiment genre 2 semaines en plongée complète. Oui, Cannes, c'est ça, c'est une bulle. Ouais, c'est ça, c'est une bulle. Et j'ose pas imaginer ce que c'était à l'époque, il y avait pas internet parce que là du coup forcément on avait quand même des. Ah bah je peux te dire qu'on a connu nous. Enfin, c'était compliqué. Je veux dire, on appelait nos mamans quand même, on était quand même des gens polis. Non, mais du coup c'est très particulier parce que c'est la réflexion qu'on se faisait à chaque fois. À la fin du festival, on a l'impression que l'ouverture c'était il y a 6 mois quoi. Ouais. Pour nous, partir un jour, c'était un film de oula, on était pas nés, hein. Et c'était quoi votre meilleure expérience ou chose ou anecdote qui vous soit arrivée pendant ce festival? Anecdote, je sais pas. On a beaucoup d'anecdotes. Expérience, chose, anecdote. Vous avez le choix entre les trois. Ah, moi, je pense que inoubliable quand même ce qui s'est passé pendant la séance de Splitsville. Oui. Vraiment. Film qu'on y va en fait. Un peu pour remplir le calendrier. On y va pour le gag de. Enfin, le gag. On y va parce qu'il y a Dakota Johnson. Et que Dakota Johnson. Et qu'on fait tout le temps. On parle tout le temps de Madame Web à The Cinema Show. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même Madame Web, Dakota Johnson. Donc on y va parce qu'on se dit, on va voir Madame Web, c'est marrant, machin. On pourra en parler à la radio. Et donc on va dans la salle, on s'attend à une comédie américaine un peu à la con, quoi. Et c'est vrai on se demande même ce que ça fout à Cannes d'ailleurs. Ouais, on se demande ce que ça fout à Cannes à ce moment-là parce qu'on connaissait même pas les réals. Donc on rentre dans la salle, machin, on s'assoit, on parle et tout, et puis on regarde un peu en bas et on fait ah mais attends, c'est pas Sofia Boutella? Si, c'est Sofia Boutella. Bon bah. Et là il y a un gars qui vient récupérer Sofia Boutella et qui l'amène avec d'autres personnes parce qu'elle était pas assise à la bonne place. Et elle va s'asseoir à côté des gens et je regarde Hugo, je fais mais c'est Sean Baker. Il fait mais non, c'est juste un mec qui lui ressemble. On regarde, il fait si c'est Sean Baker. Et puis on regarde à côté et je fais non mais à côté il y a Ari Aster, je suis pas fou. Et il me regarde, je fais mais non, c'est un mec qui lui ressemble. Non, c'était vraiment Ari Aster. Et puis là je tourne la tête. Des stars, en fait. Et puis là je tourne la tête, Jason Momoa. donc ça, on a eu ce moment dans notre vie où on était en train de regarder Ari Aster et je fais il y a Jason Momoa. Donc ce bug de cerveau un peu fou. Et en plus de ce contexte-là où on rigole parce qu'il y a plein de stars dans la salle et on s'y attendait pas, et ben le film était extraordinaire quoi. Moi c'est mon top 1 de Cannes. Moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu à Cannes. Ouais, c'était génial. C'est peut-être une des meilleures comédies de l'année aussi, enfin voire même un des meilleurs films de l'année tellement c'est absolument génial en termes de comédie où ça tente des trucs que t'avais jamais vu. Et en plus derrière Michelangelo Covino a terminé par un discours, sa projection en disant voilà, ce genre de les comédies faut aussi qu'elles sortent au cinéma. Du coup c'était très cool d'avoir un discours comme ça sur la comédie parce que des comédies américaines maintenant on les voit sur Netflix quoi. Donc, on en avait parlé mais c'est vrai que par exemple les films d'Adam Sandler il y en a plus qui sortent au cinéma et il y a plein d'acteurs et de réalisateurs comiques, Judd Apatow pareil, qui maintenant sont complètement sur Netflix ou Prime Video. Et c'est vrai que du coup les comédies américaines Steve Carell, les comédies américaines on les a de moins en moins en salle et donc ça faisait du bien de voir cette comédie là qui utilise du slapstick, du jeu de mots, qui a une grande ingéniosité dans sa mise en scène, qui se renouvelle sans cesse, qui part tout le temps dans des endroits où on s'attend pas qu'il aille à cet endroit là. Enfin, c'était vraiment exceptionnel de voir ça. Et puis surtout, on s'est tellement laissé surprendre, quoi. Rien que la première scène, un des premiers gags qu'on se prend dans la gueule, on a ce fou rire et on se regarde, on fait oh mais putain. Et puis du coup, bonne nouvelle en plus que ce film-là, il a été acheté par Metropolitan, donc il va sortir en France au cinéma. Ouais, donc, il sort en août. Ouais, je crois. Si c'est la même date qu'aux États-Unis. Ouais. Et maintenant, la pire expérience. Parce qu'on veut les ragots aussi. En vrai, moi j'en ai 2 en tête. Ah, t'en as plus que des. Non, mais alors, pire expérience, parce que pire expérience, pour moi, c'est pas le pire film, tu vois. Ah, ouais. Par exemple, tu vois, tu vas forcément dire Onidont, mais moi, la séance de Onidont, j'ai trouvé extraordinaire. Genre, j'ai adoré ma séance de Onidont. Le film était pas bien, mais la séance était extraordinaire, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, Highest to the West. À 8h30 du matin. Où fallait lutter contre le sommeil parce que je suis désolé Spike Lee, ton film est nul. Si tu nous écoutes. Non, c'est-à-dire que c'était un énorme nanar. Alors au moins c'est un peu marré, mais il y a des gags dans Highest to the West qui fonctionnent pas du tout, des choses qui sont très sérieuses et qui font rire,
Donc c'est vrai que des fois il y a des scènes de dialogue filmées d'un seul plan avec un piano qui fait derrière et qui ne s'arrête pas et des dialogues en plus vraiment incroyables, donc c'est pas bien. Mais c'est fou. J'ai lutté 3 fois contre le sommeil, j'ai failli m'endormir. C'est fou de dire ça de Spike Lee, quoi. Ouais, et puis c'est fou de dire ça, de se dire que Denzel Washington, il a sa palme d'honneur à Cannes cette année-là pour un film qui est peut-être un de ses pires rôles. Ouais. Il est vraiment pas bon dans le film, quoi. Il est pas bon dans le film. Laissez-le partir à la retraite parce que les 3 derniers films de Denzel Washington, j'ai pas aimé. Il a probablement. Enfin, je suis pas fan de Gladiator 2, mais il était pas particulièrement mauvais dedans. Oui, mais c'était le meilleur truc du film. Donc, c'est pas lui le problème, c'est ses choix. C'était Spike Lee aussi. Oui, c'est Spike Lee. Là, c'est vrai que Spike Lee nous a offert quelque chose de. C'est dur de se dire. Ah ouais, c'est un remake de Kurosawa. Tu es sûr, Spike? Après, vous aviez pas dit que c'était un film de plateforme? C'est un film de plateforme et ça se voit. Aussi le problème. Ça se voit complètement. En fait, dans ce rythme, parce que j'ai le même, c'est fou de dire ça. J'ai le même reproche à faire au Lilo et Stitch dont vous parlerez la semaine dernière. Mais il y a ce rythme la semaine prochaine. La semaine dernière. Oui, je suis perdu. La semaine prochaine. Mais c'est vrai que Lilo et Stitch, il a ce rythme aussi de film de plateforme, tu vois. Et Highest to Lowest, il a ce rythme de film de plateforme où t'es au cinéma et tu te dis, ok, mais on se fait un peu chier là quand même. Le rythme est cassé complètement. Censé avoir une séquence ultra intense de, je sais pas, de braquage, course-poursuite au milieu. Mais comme déjà c'est parasité par cette bande originale absolument affreuse, il y a des trucs dans le montage qui sont absurdes. Enfin, il y a entre 2 scènes, il y a un clip d'A$AP Rocky, on sait pas pourquoi. C'est vrai. Il y a des meufs qui se mettent à twerker derrière A$AP Rocky d'un seul comme ça. Et après l'histoire reprend. Enfin, pourquoi? Bref. C'était terrible. Et c'était à 8h30 du matin. Et c'était à 8h30 du matin. Derrière, j'ai pris 4 cafés, je pense, pour m'en remettre. Et vos bonnes surprises du festival? Et on a déjà parlé de Splitsville. Mais on n'attendait pas grand chose de I Love Peru non plus. I Love Peru, putain. Parce que quand on a vu que dans la sélection Cannes Classics documentaires sur le cinéma, il y avait un vlog de Raphaël Quenard. Il y avait des vlogs de Raphaël Quenard au Pérou. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et du coup, par curiosité un peu morbide, je pense qu'on l'a réservé. Et en fait, non. C'était morbide, non, carrément. c'est parce que moi, c'est parce que j'aime vraiment beaucoup Raphaël Quenard. Il me fait beaucoup rire. Et du coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est littéralement juste un vlog de ses vacances au Pérou. C'était en Classics? C'était en Cannes Classics. Documentaire sur le cinéma, section acteur au travail. On va pouvoir l'expliquer après. Ouais. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est juste Raphaël Quenard qui filme ses vacances au Pérou. D'accord. Donc on se demandait ce que ça foutait là et on va dans la salle et tout. Ça me donne envie sur le principe. Oui, non mais oui, parce que c'est rigolo, mais ça a rien à foutre en Cannes Classics. Et donc on va dans la salle et tout et c'est vrai que on s'est laissé surprendre, quoi. Ouais. C'est ça, et l'ouverture de la semaine de la critique aussi avec l'intérêt d'Adam, parce que genre en fait il y avait pas mal de séances, des fois on mettait des trucs. J'ai l'impression que c'est un peu méprisant, mais on mettait des trucs pour remplir et pour pas rien voir, quoi. C'est vrai. Et l'intérêt d'Adam, c'était clairement ça. C'était clairement ça. Et en fait, on s'est fait surprendre par un film social qui est assez anxiogène, assez claustrophobe et assez intense. Donc qui est réalisé par Laura Vandal et qui est produit par les Dardennes, ce qui explique que ce film ne s'est pas retrouvé en compétition, ce qu'il l'aurait vraiment mérité. Et je pense qu'à 9h du matin, on s'attendait pas à vivre une séance aussi intense dans un film. Vous aviez vu son précédent film? Non, justement, et on l'a pas mal conseillé. Vous auriez su à quoi vous attendre. Parce que niveau claustrophobie, on est pas mal aussi. Ouais, et là, du coup, ça se passe dans un hôpital. On suit Léa Drucker, qui est donc infirmière en chef d'un service et qui lutte contre la mère d'un enfant qui refuse de le faire manger comme il faut, en gros. Et du coup, elles sont constamment les deux en lutte et c'est vraiment hyper anxiogène. Enfin, on découvre le milieu de l'hôpital comme on l'a jamais vu, quoi. Et c'est fou parce que c'est un film qui répondait vachement ça se répondait avec un autre film de la sélection qui était du coup Dossier 137, où en fait Léa Drucker a quasiment le même rôle. Et c'est vrai qu'on les a vus à un jour d'intervalle et c'était chelou. Mais pour revenir vite fait à I Love Peru, parce que du coup on t'a pas expliqué ce que c'était. C'est pas juste Raphaël Quenard au Pérou. En fait, c'est toute une histoire un peu scénarisée, bien sûr, du début de carrière de Raphaël Quenard. Donc c'est un documentaire. C'est un documentaire. Ça, j'adore. Et en fait, t'as tout le début de carrière un peu scénarisé de Raphaël Quenard. T'as des caméos dans tous les sens, Jean-Pascal Zadi, François Civil, Gustave Kervern qui a le meilleur caméo du film, je pense, José Garcia, on dit pas ce que c'est son rôle mais extraordinaire, et en fait ils ont tourné ça sur plein de tournages, c'est-à-dire que t'as des images issues du tournage de L'Amour Ouf, des images issues du tournage de Chien de la Casse, et en fait sur tous les tournages auxquels Raphaël Quenard a participé, il y avait Hugo David qui filmait des séquences de ce film là. D'accord. Et donc là, ça c'est la première partie, et la deuxième partie, donc ils partent au Pérou et c'est Raphaël Quenard qui fait des rêves autour d'un condor et qui cherche un chaman pour lui expliquer ce que veulent dire ses rêves autour d'un condor. Et c'est très drôle parce que du coup il s'est ramené
à l'avant-première avec un gars déguisé en Condor. Et après, il y a eu le gala de Die My Love. Et il est allé au gala de Die My Love avec le gars déguisé en Condor. Donc sur le tapis rouge, t'avais Raphaël Quenard, son Condor et Robert Pattinson. Et donc t'avais plein de sites d'infos américains qui ont repris un oiseau sur le tapis rouge de Cannes avec Robert Pattinson. Enfin genre, et c'était très très drôle. Ils ont fait le tour du monde avec ça, quoi. Il a vraiment trollé le festival et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Bravo, hein, parce que je suis pas un grand fan de Raphaël Quenard, mais du coup je m'attendais pas du tout à ça et bien joué, quoi. Mais il avait fait durant le tournage de Chêne Lacasse, il avait fait un court-métrage, l'acteur, justement, avec Hugo David, et je pense que c'était le et qui était le même dans bien le sûr, même mais c'est ça, procédé. en fait, je crois que j'avais vu une interview de Quenard qui disait justement qu'ils avaient envie de prolonger ce mode documentaire, et en plus avec un dispositif très simple, c'est-à-dire un mec à la caméra et lui, et de travailler là-dessus, quoi. Donc du coup j'ai assez hâte de voir ce que ça peut donner. Et en plus Hugo David qui vient de Montpellier, qui était à Travelling, une école de cinéma à Montpellier, donc c'est ouf. Et qui a commenté notre reel quand on a parlé du film d'ailleurs sur Instagram. Merci Hugo si tu nous regardes. Bisous. Je suis là. Encore un. Donc si vous deviez nous dire les films que vous retenez de ce festival, genre le must-have. Du coup on a dit Splitsville, I Love Peru, mais on a dit il faut qu'on parle du Joachim Trier. Oui, c'est vrai que... Valeur sentimentale. Voilà. Bon, alors par contre, Cannes, je sais pas ce qui s'est passé cette année avec les horaires. Pourquoi vous avez mis les films au rythme les plus lents à 22h? Parce que ça, entre ça et Die My Love, j'ai pas compris. Nous, on l'avait à 8h30. Die My Love. J'aurais détesté voir Valeur sentimentale à 22h, je pense. Mais non, franchement, Valeur sentimentale, je pense que ça nous a un peu bouleversé. Toi, Lucas, tu l'attendais pas tellement, je crois. Non, parce que j'avais pas vu Julien en 12 chapitres. Donc je m'attendais à rien. J'ai juste vu qu'il y avait Elle Fanning dans le film et du coup je me dis j'aime bien Elle Fanning, tiens, pourquoi pas. Ouais, et du coup moi j'avais envie de le voir parce que j'avais pas vu d'où Julie non plus, mais je savais que l'année où il était passé à Cannes, ça avait été il avait fait grand bruit, du coup je me suis dit j'ai envie de voir ça. En plus il y a Stellan Skarsgård et je pense que c'est un film qui nous a bouleversé. C'est un film qui parle de cinéma, de famille, de liens familiaux, de dépression, de plein de choses. Et il parle de plein de choses et il se perd pas parce que un truc qu'on a beaucoup remarqué dans Cannes cette année, c'est qu'on a vu beaucoup de films qui essayaient d'aborder plein de sujets et qui finissaient par se perdre. Je pense à Eddington, à Alpha d'une certaine manière. À Alpha, ouais. Donc des films qui veulent vraiment aborder plein de sujets et qui finissent par s'en mêler un peu les pinceaux. Et Sentimental Value, il aborde plein de sujets mais il s'en mêle jamais les pinceaux. Donc c'est super à voir, l'écriture est assez fabuleuse, franchement. Après vous parlez de Julien 12 chapitres, Joachim Trier a fait quand même beaucoup de films aussi avant qui sont tous formidables. Donc c'est pas je pense que c'est pas une surprise de le voir aussi s'affiner, comme tu dis, au niveau de la précision de la mise en scène, parce qu'il y avait Oslo 31 août qui était pour moi un chef-d'œuvre monumental. Il y avait Back Home à l'époque avec Jesse Eisenberg qui était très joli. Thelma, un film de science-fiction un peu étrange, vraiment très très beau, fantastique plutôt, pas science-fiction, pardon. Et Julien 12 chapitres qui était aussi un énorme choc, donc on n'est vraiment pas sur un novice, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le film de la maturité pour Joachim Trier? Quel âge il a cet homme? Alors attends, je suis juste en train de regarder nos tops. Ah oui. Parce que du coup... il faut qu'on parle aussi d'un film qu'on a vu tard, une petite surprise... sanglante. Dangerous Animals. Oui, Dangerous Animals. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est vraiment... Alors pareil, déjà on l'a vu dans la salle où il passait Red is Dead dans la Cité de la Peur, ça nous a fait mourir de rire. Oui, okay. On était dans la salle de Red is Dead, mais surtout en plus de ça, pour voir une série B sur un tueur en série qui jette ses victimes au requin. Tueur en série joué par Jay Courtney, qui cabotine tout le long, c'était hilarant. Oui, je pense, mais même ça, on s'est demandé, même si c'était en quinzaine des cinéastes, on s'est demandé, mais c'est comment ça a atterri là, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça avait plus une tronche à se retrouver en festival fantastique, ouais. Oui, ou en séance de minuit. Ouais, en séance de minuit et aussi. Ça se retrouve à la quinzaine quand même. Oui, généralement, c'est les séances de minuit, effectivement. Après la quinzaine, ils ont accueilli Carpenter une année où il a fait des masterclass. Enfin, en vrai, ils mettent pas mal en avance. Et ils ont invité Chabat cette année, mais c'était quand même plus étrange de le voir arriver avec un film de genre. Qui clairement a sa place dans des festivals de cinéma fantastique comme Gérard Armé et pas ou en séance de minuit. Et là c'était c'était une vraie présentation. Alors nous on a eu une séance d'un peu de rattrapage, mais vraiment c'était surprenant de voir ça, quoi. Après si on peut, j'aborde encore vite fait quelques films. Exit 8, l'adaptation du jeu vidéo, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que ils ont vraiment compris comment adapter un jeu vidéo parfaitement. Jeu vidéo à Cannes. Ouais, c'est fou ça. Mais en gros c'est une adaptation d'un jeu japonais. Et il a exactement compris comment faire pour prendre ce concept très très simple qu'est le jeu Exit 8 et l'adapter en film. Et pareil, ça se renouvelle sans cesse dans sa mise en scène, c'est très cool.
Moi, je vais finir sur Planète, aussi, qui était une énorme surprise. Ouais. On est arrivé, on tombe sur ce pitch sur Allociné, on se dit, il faut qu'on aille voir ça, puisque les personnages principaux de ce film sont des akens de pissenlit. Vous savez, quand vous soufflez un pissenlit, des trucs qui volent, et bah ça, c'est les personnages du film. J'adore. Et donc, imaginez Flo, mais avec des fleurs en personnage principal. C'est vrai que mais moi, je suis direct. Et donc, c'est l'histoire de 4 trucs comme ça qui vont dériver dans l'espace à travers des planètes inconnues pour tenter de trouver un nouveau terreau pour s'y planter, et qui vont vivre des aventures. Du coup, c'est vrai que si on rentre pas dans le film, ça peut être moi, je suis pas trop rentré dedans, donc moi, j'ai trouvé ça magnifique. En termes de mise en scène, en termes d'animation, c'est toujours réfléchi. En termes de tableau, c'est beau. Et en plus, arriver à anthropomorphiser, mais juste ce qu'il faut, les personnages, pour les rendre attachants. Les Akens ont des personnalités. Ouais, c'est fou d'avoir réussi à personnifier 4 Akens de pissenlit pour qu'ils soient très 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 identifiables. Quoi. Parce qu'il y en a qui se ressemblent en plus, donc je trouve ça assez fou. Ça fait très Arte, hein. On comprend où est passé le nom d'Arte, mais franchement, je me suis retrouvé complètement transporté par des pissenlits, quoi. Je m'y attendais pas. Et je parle rapidement de Love and Trial, qui est un film japonais de Koji Fukada qui parle des idoles. Et en fait, c'est une idole qui tombe amoureuse et on se rend compte qu'en fait, elles n'ont pas le droit de tomber amoureuses et de sortir avec des gens. Une idole, donc c'est des chanteuses au Japon qui font partie de groupes de J-pop. Et donc elles ont des contrats très très stricts et un rythme de vie très très strict. Et donc elles n'ont pas le droit de tomber amoureuses ou de sortir avec un garçon. Et spécifiquement avec un garçon. Spécifiquement avec un garçon. D'accord. Parce que le film s'amuse de cette règle de ils n'ont pas le droit de sortir spécifiquement avec un garçon. Et donc elle tombe amoureuse et elle part en procès avec donc son agent. Et c'est un film qui est très doux malgré son sujet et justement on en parlait. Il aurait pu être très très vif. Ouais. Il aurait pu être très très vif, mais il choisit d'être très très doux. Ça peut être un défaut. Ça peut être considéré comme un défaut parce que du coup il parle pas de certaines choses très graves. Mais je pense que ce que voulait en faire Fukada, c'est quelque chose de bien plus doux et de bien plus positif. Et du coup c'est bien fait. Et j'ai aussi vu, moi tout seul, parce que toi tu l'as pas vu, j'ai vu The Plague. Et c'est un film sur le harcèlement scolaire et sur la cruauté que peuvent avoir des enfants, et c'est un film qui est vraiment un énorme choc. Je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, et je l'ai trouvé absolument fantastique. Donc quand ça peut dire 2-3 mots aussi, parce qu'on a vu le film qui a gagné le prix. On n'a pas vu beaucoup d'un certain regard, mais on a vu le film qui a gagné le prix. Ah oui, le mystérieux regard du flamant rose. Voilà. Et je crois qu'on est resté un petit peu en dehors, toi et moi. On est tous les deux restés un petit peu en dehors. C'est sur une famille queer. Au Chili, dans les années 80, en pleine épidémie de sida. Le problème, c'est que c'est un film qui est très très porté sur justement le contexte sociopolitique du Chili. Et du coup, on était complètement en dehors parce qu'on connaît pas du tout le contexte sociopolitique du Chili. Ouais. Voilà. Et du coup, vous avez fait vous avez été à toutes les compétitions finalement. Un certain regard. On a goûté à tous les râteliers. Ouais, c'est vrai qu'on est allé voir un peu tout. Il y a que l'acide qu'on n'a pas trop touché. C'est vrai, l'acide, on voulait y aller parce qu'il y avait le nouveau film de. Non, on n'a pas trop touché à l'acide. En tout cas, la sélection acide. La sélection acide. Les autres acides. Parce que sinon, je prends beaucoup d'acide. Il faut tenir 2 semaines, le festival, c'est long. Je prends beaucoup d'acide, mais pas. Cannes, c'est aussi des soirées. Bien sûr. Non, il y avait le film de Sophie Le Tourneur que je voulais absolument voir, l'Aventura, mais on n'a pas pu malheureusement. Mais ouais, sinon c'est vrai qu'on a essayé de faire un peu tout, des séances spéciales, les Cannes classiques. Ouais, on a fait séances de minuit, des séances de nuit, on a fait des conférences de presse, on a fait des masterclass. C'est vrai qu'on a fait. Et parlez-nous un peu de la côté aussi. Pas que vous n'avez pas vu que des films, vous avez aussi fait des masterclass, tout ça. Qu'est-ce que vous en retenez? On va retenir alors il y a quand même une masterclass qu'on a beaucoup appréciée, c'est celle de Christopher McQuarrie. Alors moi je pensais plus à celle de Guillermo del Toro. Ah oui, il y a celle qui était très intéressante parce que les deux étaient très bien. Alexandre Desplat et Guillermo del Toro qui ont parlé de musique de film, c'était passionnant. Parce que c'est en plus un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça, donc c'était super cool de les entendre discuter. Et on a un peu entendu parler de Frankenstein, c'est vrai, ça fait plaisir. Il y a la bande-annonce qui sort probablement ce week-end. Ouais, on aurait bien aimé avoir un aperçu exclusif, mais bon. Et on a fait aussi celle de Christopher McQuarrie, où surprise, quelqu'un du nom de Tom Cruise s'est ramené, je savais pas qui c'était. Et donc c'était super intéressant aussi parce que j'ai pleuré quand il est arrivé. Tom Cruise qui parle de ce qu'il fait, il adore faire ça, et surtout que derrière, quand on voit Mission Impossible The Final Reckoning, après avoir entendu Tom Cruise dire ça on l'a fait comme ça, on fait ah oui quand même, d'accord. Donc c'est vraiment aussi impressionnant que ça, quoi. Quand t'apprends que Tom Cruise a fait le cadrage, le focus, l'acting et le pilotage de l'avion à lui tout seul, je vais oui bon ok d'accord, ça fait trop. Il t'explique que en fait en dessous de la caméra il a un truc pour gérer le focus, il doit aller dans un certain sens pour gérer la lumière, enfin genre c'est fou, et il est passionnant à écouter. Et il y a une masterclass qu'on a peut-être un peu moins appréciée. Celle de De Niro. Et dites-nous. Alors, je sais pas ce qui s'est passé au terme du festival de Cannes avec la masterclass de De Niro. Il se trouve que d'habitude c'est Didier Alouche qui anime les masterclass, mais là il avait fait celle de McQuarrie avant.
Donc ils ont proposé la masterclass. Fatigué. Ouais, peut-être qu'il était fatigué, Didier. Hein, on sait pas. On t'embrasse, Didier, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Gros bisous, Didier. Non. Super ton anecdote. Non, en fait, la masterclass a été confiée à l'artiste JR. Pourquoi ? Parce qu'il réalise en ce moment avec De Niro un documentaire sur la famille de De Niro. Comme il avait pu le faire avec Agnès Varda. Voilà. Et il se trouve que la conversation pendant 1h30 n'a tourné que autour de ça, en fait, autour de ce projet de documentaire qui n'arrivera pas avant 5 ou 10 ans, voire même plus, qui pourrait arriver après la mort de De Niro. Donc ils ont parlé que de... C'est super triste ce que tu dis. Bah, De Niro a blagué dessus, hein. Il a dit tu vas venir poser des questions dans mon cercueil, quoi. Mais ouais, en fait, du coup, ils ont parlé que de ça, du rapport de Niro à son père. Et c'est vrai que c'est un peu dommage t'as une conférence d'une palme d'honneur, je sais pas, c'est De Niro en face, pose juste des questions sur Scorsese, un minimum, quoi. Au début, c'était intéressant, mais en fait, quand ça a commencé à tourner que autour de ça, c'est vrai que bon... Et il y a eu des questions du public ? Non, même pas. Ah non, ouais, non. ça c'est dommage. Après, il y a eu la masterclass de Chabat aussi. Et il y a eu Chabat aussi, évidemment. Top tier masterclass parce que c'est talent Chabat, quoi. Donc, oui, et puis il nous a montré un extrait de Tonnerre sous les tropiques, et moi je prends tous les jours un extrait de Tonnerre sous les tropiques. On a vu des extraits de Top Secret, putain, comment il s'appelle ce film de GrooveTube. Non, oui, déjà de GrooveTube, on a vu un zizi sur grand écran. Ça parle beaucoup de zizi depuis le début de l'émission. Une marionnette. Non, c'était un vrai zizi. C'était un vrai zizi. Mais oui, c'était un vrai zizi. Oh putain. T'avais pas compris que c'était un vrai zizi. Moi, je pensais que c'était une marionnette très réaliste. C'était un vrai l'innocence zizi. d'Hugo. C'était une marionnette. Et on a vu, ah putain, comment il s'appelle, le réalisateur de Mel Brooks. Le shérif est en prison. Ah, c'est les extraits du Top Secret, c'est les As. Et on a vu un court-métrage incroyable qui s'appelle Bambi rencontre Godzilla. Extraordinaire. Elle était vraiment super, le masterclass. Et du coup, son film surprise qui était Les Filous de Barry Davidson, qui était une chouette comédie. Ouais, c'était sympa. Ok. Vrai. Et vos déceptions alors, finalement, sur ce festival? Bah, à part Onidont, qui était affligeant, mais c'était pas une déception. C'était pas une déception, quoi. Apparemment, le Eddington, c'est une déception. Voilà, Eddington, c'est une déception. Ouais. Eddington, c'est vraiment une déception. Le Harry Astor, Eddington. Ouais. C'est vrai. Non, parce que Eddington, moi, je m'attendais vraiment à kiffer parce que j'ai aimé tous les films d'Harry Astor. Donc, je m'attendais vraiment à kiffer. Et c'est vrai que, en fait, t'as l'impression qu'il sait pas où il va. En fait, au début, tu te dis, ah, c'est rigolo, c'est un épisode de South Park. Bon, déjà, ton épisode de South Park, il dure 2h30. Mais ensuite, il part un peu dans tous les sens. Tu vois qu'il veut taper sur tout le monde. Et c'est pas un défaut en soi, mais c'est juste que il le fait de manière tellement aléatoire. Et ces personnages, il les développe de manière tellement étrange. Genre, un coup, t'as l'impression qu'il veut que t'aies de l'empathie envers lui. De l'autre, t'as l'impression qu'il est super cruel envers ce personnage et il veut que t'en rigoles. Alors que juste avant, il voulait que t'aies de l'empathie envers ce personnage. C'est bizarre. Et puis, on est 2 semaines après la projection. Je ne comprends toujours pas le positionnement politique du personnage de Joaquin Phoenix. Oui, mais c'est parce que, en fait. C'est peut-être voulu, ceci dit. Oui, voilà. En fait, pour moi, il te montre quand même que il te montre les États-Unis dans une période où les gens savent pas se positionner parce que t'as des extrêmes de partout, des cons partout, et que du coup, ils savent pas où se positionner. Et donc, le personnage de Joaquin Phoenix, il est vachement là-dedans au début, sauf que t'as un switch à un moment, puis un autre switch à un autre moment, et du coup, tu sais pas trop, vraiment, comment te positionner sur ce personnage-là. Qui au début est vraiment attachant, puis devient un gros con, puis t'as l'impression qu'il veut le refaire devenir attachant, puis à la fin il s'en moque de manière très 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 cruelle. Donc ouais. Et il y a une référence à Magikarp aussi. Et il y a une référence à Magikarp, mais ça par contre c'était extraordinaire. Une référence à Magikarp dans un Harry Astor. En termes de films qui nous ont vraiment déçus. Parce que Spike Lee, on peut dire qu'on était déçus quand même, parce que c'est quand même toujours triste de voir un grand nom comme Spike Lee venir avec un film pas terrible. Ouais, et puis après, en fait, il y avait des fois des trucs où on n'attendait rien et c'était pas bien, mais on n'était pas déçus, quoi. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, c'était pas bien. C'est vrai que c'était pas bien. Mais on s'attendait pas à un grand film, voilà, non plus. Donc, on l'a quand même vu en IMAX. Oui. Putain. Un Cliffat en IMAX, c'est osé. Ouais, mais il fallait le rattraper. Alors, vous connaissez bien le réal? Est-ce qu'il a l'habitude de faire des trucs très téléfilms? Ah oui, parce que c'est très téléfilm, c'est très impressionnant. C'est difficile de faire surjouer Laurent Lafitte parce que là c'est le cas. Ah mais il fait surjouer tout le monde, Catherine Deneuve, Nekfeu. Je vous invite à voir Tout nous sépare, c'est ça? Grand choc du Festival Cinémètre de 2000. Très grand choc, mais pas positif. Hein, du coup, je vais peut-être pas le voir. Puis alors l'intervention de Cliffat après le film était absolument terrible. Petite déception aussi de mon côté pour ce que je sais que toi Lucas tu l'as pas vu, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme de Pierre Richard. Film qui vraiment tape systématiquement à côté de là où il devrait taper. Enfin, genre, il n'arrive pas à faire rire. Ouais, non, mais il n'arrive pas à faire rire. Il sait pas ce qu'il veut raconter. Alors, effectivement, il y a un ours dans le film, mais on sait pas à quoi il sert. Constamment, la musique, elle est aux fraises. On sait pas, elle sort d'un dessin animé. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce film, je sais pas ce que Pierre Richard voulait raconter. Je pense que même lui ne sait pas ce qu'il voulait faire. Il commence à être vieux. Hein. Ouais, il est âgé, mais genre c'est terrifiant ce film où il y a rien en fait, c'est le vide. Et aussi assez déçu par Die My Love, le nouveau Lynn Ramsey.
parce que c'est vrai qu'en fait, elle prend un thème comme le syndrome postpartum, et en fait, elle veut le traiter comme si c'était quelque chose de très... je sais pas comment tu l'avais dit. En fait, elle essaie de te faire des nœuds au cerveau pour des trucs qui finalement sont assez simples. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'elle essaie de faire passer le syndrome postpartum pour un truc genre la schizophrénie ou... C'est ça. Ou oui, d'accord. des trucs beaucoup plus hard en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Après, on a vu des très bons retours aussi, donc il y a peut-être des gens qui sont rentrés dans le truc. Oui, mais ça faisait très... vous avez pas compris mon film, hein. Je suis trop malin pour vous. J'ai l'impression que globalement, moi d'un regard extérieur, j'ai l'impression qu'il a eu un retour très très mitigé, voire très négatif. Oui, très négatif. C'est vrai, en fait, le truc, très peu de personnes soutenir le film. Le truc, c'est qu'autour de nous, enfin les gens avec qui on en a parlé, on avait une personne qui avait adoré, c'était un de ses films préférés de Cannes, et une autre personne qui avait vraiment détesté. Donc c'est vrai que c'était bizarre. Et puis on avait pas mal sur les réseaux pour voir ce qui se disait un peu sur les films, pour voir si les journalistes avaient pas déjà des pronostics pour la Palme d'Or. Et il y avait vraiment des gens mitigés entre des journalistes qui avaient trouvé le film génial, d'autres qui disaient c'est un nanar. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué à appréhender. Ça c'était vrai sur pas mal de films aussi. Ouais, c'est vrai que ça a été. Et Dinton aussi, il y a eu pas mal de très bons retours, ce qui nous a surpris quoi. Ouais, très très surpris. Parce que nous, dès qu'on est sorti, on savait qu'on n'avait pas aimé quoi. Ouais. Après, vous savez, Keshish a eu des très bons retours sur Intermezzo et des très mauvais aussi. Donc, c'est vrai. Parfois. Et vous avez pas vu le Kelly Reichardt? Et non, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas vu ça, Renikov? Vous avez pas vu Reichardt? Je vais te dire, le Kelly Reichardt, c'était le dernier film présenté en compétition. Le tout dernier film présenté en compétition. Et je crois qu'on on regardait Résurrection et qui finissait un plus tard que quand commençait The Mastermind. Voilà. Et du coup, si on voulait le voir. Après, c'était après la cérémonie de clôture. Non, mais en vrai, je vous embête, mais vous justifiez pas, en fait, ce que vous voulez. Non, mais on a préféré voir Kevin Smith. Après, moi, on parle des meilleures séances aussi. La séance de Dogma de Kevin Smith, c'était absolument extraordinaire parce que Kevin Smith est dans la vraie vie comme il est sur Internet ou dans les films. C'est absolument dingue. Du coup, on a pu le voir dans une toute petite, pas une très grande salle à l'échelle de Cannes en plus. Donc il y avait vraiment cette ambiance resserrée, quoi. Et Kevin Smith qui commence le film en criant. Au début, donc la première scène de Dogma, c'est les méchants, et Kevin Smith qui crie "That's the bad guy, boo!" et tout le monde commence à crier, à faire bouh dans la salle. Enfin, c'était extraordinaire. Vraiment, Kevin Smith, dans mon cœur à jamais, c'était un gars qui a bercé mon adolescence. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait un truc de le voir en vrai. Et voilà, c'est trop bien de pouvoir voir Dogma avec lui, quoi. Et vous avez pas fait le cinéma de la plage? Non, on devait le faire. Et puis il pleuvait. Il a plu. Et en fait, du coup, vu qu'on était genre trempés, c'est-à-dire qu'il pleuvait plus, ils avaient dit que c'est bon, ils le passaient. Mais vu qu'on était trempés, on est rentrés. Il y a toujours une journée à Cannes où on est trempé à un moment donné. Mais là, c'était quand on a rencontré Alain Chabat, donc c'était vraiment super. Donc c'est vraiment genre un enchaînement de journées, tu vois, un peu bizarre parce que on rencontre Alain Chabat, mais il pleut comme pas possible. Et en plus, j'apprends que je suis pas pris à la Cinéfabrique. Donc bref, c'était le jour du. Ça ne remet pas en cause ton talent, Hugo. C'est vrai. Non, mais c'est sûr, j'ai énormément de talent, ça c'est sûr. Mais c'était le jour du NJ Jol aussi. NJ Jol qui a été super émouvant. Qui arrêtait pas de pleurer pendant la présentation. Il n'arrivait pas à parler de son film sans pleurer. Ouais, c'était magnifique, vraiment la séance du film de NJ Jol, Indomptable, qui était très très bien en plus. Et ça donne envie tout ça. Hein. Ouais. Bon, pour finir, une anecdote. Mais pas forcément sur une séance, un petit truc un petit peu croustillant. C'est qu'on a eu beaucoup de eye contact en fait pendant ce festival de Cannes avec des célébrités. Alors toi, tu peux faire peut-être une liste et après moi je fais la mienne. Mon Pattinson. Ouais. J'ai eu mon long eye contact avec Pattinson. Je suis complètement tombé amoureux de lui. Je pense que c'était réciproque. Donc voilà. Le déni. Moi j'ai eu Luc Dardenne. C'est vrai. C'est moins sexy. Je suis moins tombé amoureux, je crois. Ah, pardon. Oui, vas-y, prends ton quiz. Je t'ai rendu mon quiz avec tes feuilles. Non, mais des anecdotes. Si, parce qu'on en a pas parlé. Mais sacrée anecdote quand même. Alors, de ce dernier jour qui s'est déroulé dans une ambiance super bizarre. Parce qu'il y a des gars qui ont littéralement fait tomber un énorme poteau électrique et du coup Cannes s'est retrouvé sans électricité jusqu'à 16h. Quelqu'un aurait déclaré ça va être tout noir. Ah oui, d'ailleurs il y a des gens qui crient ça va être tout noir pendant les séances. Mais pas forcément quand il y avait Chabat. Et pour Oni Don't, un gars qui a crié ça va être tout noir. Mais oui, les gens l'aiment. C'est-à-dire que Aubrey Plaza, Margaret Qualley et Charlie Day ont entendu ça va être tout noir. Ouais, et ta gueule du coup après. Et ta gueule. Ouais, non mais oui, ce dernier jour était complètement lunaire parce que bon nous on s'est levé tard mais on apprend qu'il y a une séance qui était à 8h30 qui s'arrêtait en plein milieu. Ouais. Et il se trouve qu'on a appris après que l'attaque visait effectivement le festival de Cannes. Le festival de Cannes qui était le seul truc en dehors des hôpitaux être reparti normal sans problème. Donc vraiment. Ouais, c'est vrai qu'en fait c'était vraiment débile comme action parce que totalement con. C'est débile comme action parce qu'en fait ils ont plongé la moitié des Alpes-Maritimes dans le noir quand même. Et les gens qui en ont souffert, c'est en fait les commerces. Bah bien sûr. Donc qui ont dû jeter des kilos de marchandises
inimaginable. Enfin, les familles aussi qui ont dû vider les frigos qui avaient lâché, quoi. Ouais, carrément. Et puis extrêmement dangereux, comme vous le disiez, pour les hôpitaux. Enfin, pour toutes ces choses-là, c'est très très dangereux. Ouais, ça. Et non, parce qu'en plus j'en ai débattu derrière avec mes collègues de boulot, vu qu'il se trouve qu'on a un magasin sur Cannes, et effectivement, eux, apparemment, ils ont dû balancer quelques trucs parce que. Bien sûr. Voilà, quoi. Terrible. Terrible. Bon, notre débrief de Cannes se termine. Merci Hugo et moi. Nous avoir fait vivre nos séances sur les réseaux de TCS et sur The Ciné Minecraft Show. Très important. Ouais. C'était magnifique les vidéos que vous pouvez aller les voir. Le cadre est très sympa là-bas. En plus, vous pouvez vous faire la playlist en 1 minute 20, je pense. Non, plus que ça quand même. Ouais. Bon, on va tout de même prolonger l'esprit Cannes avec nos débats de la soirée. Mission Impossible, The Final Reckoning et L'Avenue de l'Avenir. Mais avant ça, prenons une première pause dans l'émission. Et pour cette pause musicale, on va s'écouter une musique que vous retrouverez cet été, donc dans le nouveau film de Ari Aster qui était en compétition lors de ce festival de Cannes 2025. A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Space, your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time to know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Alors, après de nombreux soucis dans sa production, le nouvel opus de Mission Impossible, qui perd sa mention de partie 2, est enfin en salle. Alors, la conclusion de ma franchise préférée de cinéma, Mission Impossible, The Final Reckoning, eh ben, on va se regarder la bande-annonce. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Everything you are, everything you've done has come to this.
gave him an aircraft carrier? Our lives are the sum of our choices. This was your calling, your destiny. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Ethan Hunt se rend à Londres avec son équipe dans l'espoir de remonter la piste du mystérieux Gabriel qu'il a affronté 2 mois auparavant à bord de l'Orient Express et qui détient la clé contrôlant l'intelligence artificielle toute puissante surnommée l'entité. Adulée par les uns, redoutée par les autres, l'entité se distingue par sa capacité à prédire toutes les éventualités possibles. Elle connaît parfaitement les forces et faiblesses d'Ethan et de son équipe. Gabriel compte l'utiliser pour mettre en œuvre son plan ultime, annihiler Ethan, s'emparer de tous les systèmes de défense planétaire et déclencher la 3e guerre mondiale. Donc dans ce nouvel opus de Mission Impossible, on retrouve bien sûr Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, mais aussi Hayley Atwell, Essay Morales, Pomme Clémentif, Henry Czerny, Angela Bassett, Hall McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Anna Waddingham, Tramell Tillman ou encore Sean Wiggum. Jonathan. Parce qu'un peu américain, tu vois, on est quand même dans Mission Impossible. Qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier opus de Mission Impossible? Avant de parler de mon rapport au dernier film, c'est plus le rapport à la franchise que je trouve globalement assez passionnante et qui a su repousser certaines limites du cinéma d'action de manière assez revigorante. Et même si j'aime beaucoup moi les premiers, je trouve que Macquarie est allé encore plus loin et a apporté quelque chose d'encore plus revigorant en prolongeant le travail de Brad Bird sur le 4e. Et je trouve qu'il a apporté quelque chose de très ludique et assez jouissif dans le rapport qu'il entretient avec le spectateur, c'est-à-dire de jouer sur est-ce qu'il va s'en sortir, mais plus de comment il va s'en sortir. Et je trouve que ça apporte dans la relation avec le spectateur quelque chose d'assez jouissif. Et moi, je pense qu'à partir du 4, Brad Bird, c'est là où je prends vraiment le plus de plaisir avec la franchise. Donc, mon attente avec ce dernier était assez élevée. Mais je trouve que le film, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent quand on en ressort. C'est notamment la suriconisation du personnage de Tom Cruise, qui est vraiment poussé à l'extrême, à un niveau, je trouve, un peu problématique, parce que ça rend le film moins impactant et moins intéressant scénaristiquement. Parce qu'on délaisse tous les enjeux et on se ressent uniquement que sur sa figure et du coup ça le rend, je trouve, plus confus, moins clair et aussi moins drôle. C'est un film qui manque cruellement de légèreté. Je veux dire, il y a un aspect très solennel dans le film où c'est la figure d'Ethan Hunt qui est au centre de tout et au point d'annihiler même tous les antagonistes. C'est-à-dire que on parlait de l'intelligence artificielle qui est censée être un peu au centre, elle est complètement absente du film, mis à part une scène de dialogue dans la machine au début, elle est complètement absente. Et l'autre antagoniste dont j'ai oublié le nom du personnage, Gabriel, est vraiment toujours mis au second plan. Enfin, il a quasiment aucune présence à l'écran. Aucun charisme. Et sans parler du charisme, c'est sûr. Pauvre Essay Morales. Donc, mais mis à part ça, les énièmes épreuves de bravoure de Tom Cruise sont impressionnantes. C'est vrai que les 2 principales scènes d'action du film sont assez dantesques, gargantuesques, j'ai envie de dire même. Et du coup, j'ai l'impression que ça relève le film, ça le sauve parce qu'on est vraiment happé. La séquence dans le sous-marin, j'étais un peu comme un fou. Donc je trouve que ça apporte de l'ampleur, ça apporte de l'attention, mais je trouve ça dommage que les défauts que j'ai évoqués précédemment soient pas venus plus enrichir ces scènes d'action qui sont complètement folles. Et je trouve que ça vient, tout est venu un peu empouler en fait le film et le rendre un peu trop sérieux à mon goût. Et j'ai perdu un peu ce plaisir ludique vis-à-vis de la franchise, même si je reconnais que j'ai quand même pris un vrai plaisir de spectateur face à un film d'action qui a repoussé encore d'autres limites. Mais en fait, je pense que le film souffre de ses réécritures. Parce qu'après du coup, l'échec de Dead Reckoning partie 1, le film il a été repensé pour ne plus être une partie 2. Et du coup, ça se voit que le film souffre vraiment de ses réécritures. Je trouve ils ont même complètement effacé des choses qui étaient censées être réglées dans celui-là. Je pense à du coup ce qu'on nous montre dans Dead Reckoning et qu'on revoit dans celui-là, le passé d'Ethan. Je pense bien sûr au personnage de Ilsa qui est complètement oublié alors que c'était un des personnages les plus importants des 4 derniers. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le film a été réécrit pour qu'il soit vu tout seul,
pour qu'on n'ait pas trop besoin. C'est pour ça aussi qu'il y a tout ce truc autour des autres films. Le film commence par un montage de tous les autres films. Et il ramène des personnages du 1 notamment. Et c'est vrai que ça fait étrange. Quel parce personnage qu'on s'attendait à ce que ce soit déjà une grosse conclusion, mais ensuite à ce que ça suive exactement la trame narrative de Dead Reckoning, et ça part pas du tout là-dedans. C'est vrai. Donc moi c'est surtout ça qui m'a déçu. Je suis d'accord avec toi sur la scène. Je trouve que la scène du sous-marin est une des plus dantesques qu'ils aient faites. Elle est vraiment vraiment dingue. Et pareil pour la scène des biplanes à la fin. Et moi je m'ennuie pas devant le film parce que je suis trop fan de ces personnages et trop fan de cet univers, mais je suis aussi déçu notamment de la mort d'un certain personnage qui du coup n'a aucune ampleur alors que c'est un personnage qui est très 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 important. Donc je peux pas dire que j'ai pas aimé le film parce que j'aime trop cet univers et je manque d'objectivité par rapport à tout ça, par rapport aussi au fait qu'on l'a vu en séance de gala à Cannes, enfin c'était fou. Mais j'ai quand même été déçu, c'était ma plus grosse attente de l'année et j'avoue que j'étais un peu triste. Costa, je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, moi justement, en fait aussi, je n'ai vu aucun Mission Impossible, donc en fait justement, je suis totalement, je n'ai aucune attente. Exactement. Et en fait, moi j'avoue que pour moi, il y a deux films, exactement comme tu disais, c'est que il y a des scènes, le sous-marin et les avions qui sont incroyables. J'étais pris par le film. Et c'est tellement... la composition est folle, les jeux de lumière sont hyper intéressants, c'est hyper graphique, c'est hyper intéressant. Et j'étais à fond dans le film. Et d'un côté, après, on a plus une histoire parallèle à l'échelle mondiale avec la présidente américaine, tout ça. Et là, en fait, ça m'a énervé parce que moi, ce qui me saoule de plus en plus, c'est ce cinéma américain, très moralisateur et très patriotique. Et là, en fait, j'ai vraiment senti un délire de... les États-Unis vont sauver le monde, mais en fait, juste virer ce gars orange de votre poste de président là, et c'est hyper relou. C'est mieux Angela Bassett que Trump. Une fois, oui. Je pense que la prochaine fois, ils voteront Angela Bassett, je pense, après ce film. C'est marrant parce que je pense qu'ils avaient prédit que Kamala Harris allait gagner l'élection, visiblement, hein, puisqu'ils ont eu une vanne de couleur à la tête de après, Mission Angela Impossible. Bassett, elle est là depuis un petit moment. Oui, depuis Fallout. Dead Reckoning, elle était déjà présidente. Oui. Et donc du coup, il y a un cahier des charges. Et puis aussi, en fait, par exemple, après la scène du sous-marin où il remonte, il y a une scène, bon, je spoil pas bien sûr, mais c'est compliqué à expliquer, mais où une dame descend du haut du cadre et c'est magnifique. Et puis d'un coup, où ça paraît hyper émotionnel comme scène, d'un coup, tu as une poitrine en fait en premier plan. Et en fait, c'est, enfin, comment dire, en fait, justement, il y a on dirait une sorte de cahier des charges. Où en fait le film a voulu mettre plein d'éléments pour satisfaire une production et ça n'a rien à faire là et ça m'a sorti du film tous ces éléments, voilà. Mais sinon les scènes, la poitrine de Hayley Atwell t'a sorti du film du coup, c'est ça? C'est ça que tu veux dire, Costa? Oh, putain, merde, c'est très mal dit, c'est pas maladroit, c'est pas maladroit, comment je l'ai dit. C'est pas ma guerre. Hugo. Moi par contre j'étais pas du tout biaisé par le gala, mais je trouve, en fait j'ai passé un bon moment évidemment parce que voir des Tom Cruiseries sur grand écran ça fait toujours plaisir. Tom Cruiserie. C'est un verbe qui devrait exister. Mais j'ai même repris une assiette hier soir parce que je suis allé le revoir, une histoire de me le remémorer parce que quand on va à Cannes on voit beaucoup de films. 3 heures c'était pas assez quoi. Non mais quand on va à Cannes on voit beaucoup de films. Faut que je le revoie moi en IMAX. En IMAX c'est très bien. Faut que je l'oublie, je crois. Non franchement en fait il y a des choses qui m'énervent dans ce film, c'est les retcons à la con, parce qu'il y a 2 retcons qui m'ont particulièrement énervé, un qui concerne le 3e opus, un qui concerne le premier opus. C'est quoi un retcon? Alors oui, un retcon, c'est quand on réécrit notre perception d'un événement qui est censé être passé. Donc une uchronie un peu. Non, pas une uchronie, c'est quand on modifie un élément qui était censé être acquis en fait. C'est ça. En gros, par exemple, c'est comme si ils avaient dit que le personnage de Simon Pegg il avait jamais été à la CIA, tu vois. Ouais, c'est comme si alors que on sait qu'il l'était, tu vois. Mais dans ce film, ils étaétablissent qu'il l'était pas, alors qu'on sait que ça l'était. En gros, ils effacent un élément établi des précédents pour en remplacer par un autre. Alors, ça n'est pas dans le film, hein, mais il y a 2 éléments qui m'ont énervé. Alors, il y en a un qui concerne un MacGuffin d'un des précédents opus qu'on change. J'ai essayé de pas trop spoiler, mais voilà, il y a un MacGuffin d'un précédent opus où on a complètement changé sa nature, on a expliqué ce que c'était alors que c'était pas le but. C'est plus qu'on l'explique plutôt qu'on le change. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a un personnage aussi qui se voit attribuer une nouvelle identité qui sort de nulle part, qui n'apporte rien au scénario, et c'est juste pour mettre des images de Mission Impossible 1 au milieu. Mais surtout que ce personnage-là, quand tu vois Mission Impossible Dead Reckoning, tu sens qu'il avait aucun rapport avec
ce qu'ils en font dans ce film-là. Oui, et qu'il avait pas d'ailleurs de but spécifique à part d'être un homme de main un peu random. Non, mais si, c'était pas juste un homme de main parce qu'à la fin tu vois son switch. Oui. Donc il avait une vraie personnalité que dans ce film-là ils effacent complètement. Je trouve que ce personnage-là dans Dead Reckoning n'est pas du tout le même que dans Final Reckoning. Oui, non, mais en fait parce que le film veut se marveliser, je sais pas. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix de faire plein de références aux anciens alors que tu vas clairement pas avoir Mission Impossible pour sa continuité ou son histoire. Enfin, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas le MCU. Il y a pas de grosse continuité Mission Impossible. L'avantage de la saga, ils avaient réussi à créer une continuité depuis Rogue Nation en fait. Oui, mais qui se tenait en elle-même. Et là, en fait, ils essaient de tout connecter entre eux, mais ça marche pas. Sauf le 2. Oui, sauf le 2 parce que bizarre. Pourquoi est-ce qu'on oublie le 2? Oh, il y a bien plein de raisons, je pense. Il est pas si mauvais, moi j'aime bien le 2. Ah, moi j'aime vraiment pas le 2. Je l'ai revu là et vraiment dur, hein. Mais difficile. Après, il y a plein de trucs où je me facepalm devant parce que ok, d'accord, c'est un film, mais bon, Tom Cruise, plonger à 150 mètres sans combinaison, ça n'est pas une bonne idée. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir fait un peu de plongée sous-marine. C'est surtout létal. Hein, oui, c'est vraiment très létal. Il y a très peu de manières de survivre à ça. Ouais, mais tu vois, moi, encore une fois, je trouve qu'on va pas voir Mission Impossible pour le fait que ce soit réaliste. Non, mais bien sûr. Non, mais il y a des choses que je peux accepter dans un film. Il y a des choses où la physique te rattrape normalement. Je veux dire, même le coup de l'avion, ok, c'est spectaculaire, mais je trouve ça un peu gros quand même. Mais et puis je suis un petit peu énervé parce que sans spoiler, ce n'est pas le dernier Mission Impossible. Ah ben. Ça n'est clairement pas le dernier Mission Impossible. C'est un coup marketing qui existe depuis au moins Mission Impossible 4, de faire croire à chaque fois que ça sera la fin. Et mais là c'est encore plus gros. Et c'est encore plus visible que ça sera pas la fin. À chaque fois, on nous a fait croire après Mission Impossible 4 que Tom Cruise allait être remplacé. C'est pas vrai. On nous a fait croire après Fallout que ça allait être fini. C'est pas vrai. On nous fait croire après celui-là que ça va être fini. Ça n'est encore une fois pas vrai. Donc voilà. Bon, après, en même temps, là, Tom Cruise va vieillir au point de plus pouvoir faire ce qu'il. Je pense qu'il va faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Ah oui, mais je pense aussi. Il a déclaré il y a pas longtemps. De toute façon, il fait plus que ça. Tu le vois faire d'autres trucs que ça. Pendant le. Bah oui, parce que maintenant il fait. Il tourne avec Inaritu. Il a dit qu'il voulait reprendre les Grossman aussi. Il faisait que de l'action. Voilà, donc c'est énervant parce que il faudrait lâcher ça au bout d'un moment, peut-être le donner à d'autres têtes d'affiche, et je sens venir aussi le truc qu'on va avoir 40 spin-offs, que Mission Impossible ça va devenir un univers interconnecté, parce qu'à la fin je sens vraiment ça dans cette dernière scène, c'est que le personnage de Pom Klementieff il va avoir son spin-off, le personnage de dégage, oui le nom d'acteur, il va avoir son spin-off, voilà. Grace. Ouais, Grace va avoir son spin-off, hein, genre je trouve ça un peu dommage. C'est bizarre parce que en fait t'as aussi l'impression que parfois le film il amorce des trucs qui terminent pas, genre à un moment t'as l'impression que Grace il y a un espèce de switch dans ce qu'elle pense et en fait ça se conclut pas, mais d'un autre côté j'aime bien le fait de parler de l'équilibre de la terreur. Je trouve que c'est un sujet intéressant à évoquer notamment dans Mission Impossible. Je trouve vraiment que le film a vraiment le cul entre deux chaises. Effectivement, il y a peut-être deux films. Mais en fait, je sens que les thématiques qu'ils devraient plus aborder, ils les abordent pas au profit d'autres thématiques. Parce que la thématique du film, ça a toujours été dit, c'est le fait que nos actions ont des conséquences qu'on ne peut pas mesurer et qu'on mesurera peut-être des années plus tard, voire parce qu'il y a des actions qui ont été faites par le personnage de Tom Cruise dans Mission Impossible 1 qui ont des répercussions dans celui-là. Qui ont des répercussions positives aussi. Mais pourquoi choisir cette thématique alors qu'il y avait vraiment la thématique toute trouvée de la manipulation de la vérité, de comment, avec l'intelligence artificielle, c'est posé au début, c'est jamais exploité, alors que c'est Mission Impossible, c'est tout trouvé d'aller vers cette thématique-là, de ce nouvel ordre politique où on peut changer les faits, inventer des faits qui n'existent pas, enfin... ça marchait complètement avec la saga et ils sont allés vers une thématique qui est un peu plus générique quoi. Surtout que sur le précédent volet, il y avait ce jeu avec l'intelligence artificielle, justement comment on fait pour la tromper. Là, vraiment, c'est même elle qui trompe pas les personnages d'ailleurs, puisqu'il y a une scène où elle reprend la voix du personnage de Simon Pegg. Oui. Là, elle n'intervient pas dans le scénario, c'est trop bizarre. Non, mais c'est ça. En fait, c'est que, comme je disais au début, il y a une séquence de dialogue et après, elle disparaît du film. Et il se dit juste, il faut juste que j'ai un truc qui soit complètement déconnecté de tous les réseaux, comme ça au moins je pourrais tromper l'IA. Et l'EA. Mais c'est vrai qu'on l'utilise jamais. J'ai l'impression, je sais pas après si c'est le fait aussi de Tom Cruise producteur qui a peut-être qui a eu trop la mainmise peut-être sur le projet, mais c'est vrai que cette suriconisation devient à la limite même du ridicule parce que c'était pas le cas des précédents films. Je veux dire, c'était des films d'équipe, ouais, c'était des films d'équipe un peu à la Fast and Furious entre guillemets. Non, je plaisante. Comparaison. Non, j'ai fait exprès. Il faut qu'on laisse la parole à Marie, la pauvre, parce qu'elle attend et je la vois toute triste. On laisse pas la parole aux femmes dans cette émission, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Désolée. Comme dans Mission Impossible d'ailleurs. Non, alors en vrai, Mission Impossible. Moi j'aime bien la saga à la base. Je trouve que ça se pète la gueule depuis Fallout, notamment à cause de la
réification de Tom Cruise qui est absolument, pour moi, gerbante. Voilà. Mes deux préférés étant Fallout et Dead Reckoning. Le 1, j'adore par exemple. En fait, on oublie trop souvent que Mission Impossible, à la base, c'est une saga d'espionnage et on a laissé l'espionnage pour l'action dans cette saga et on ne retrouve plus l'espionnage. Et je suis très très déçu de ça parce que moi, c'est ce que j'aimais dans Mission Impossible. C'est vrai qu'il n'y a pas de séquence d'infiltration qu'il pouvait y avoir dans des ambassades, des trucs comme ça. Si on le voit enlever un masque, c'était Tom Cruise sous le masque en fait. Oui, d'accord. Bon. On l'avait vu venir. Ceci dit, j'ai passé une super séance parce que j'étais avec mes parents et figurez-vous que mon beau-père est maître moniteur de plongée. Je peux vous dire qu'il s'est bien marré devant le film, au point de souffler très fort dans la salle. Et oui, effectivement, en fait, on peut ne pas être réaliste, mais il faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Mais après, c'est comme si t'emmènes un médecin regarder Dr House, tu vois, il va s'insurger toutes les 2 minutes. Peut-être pas à ce point-là, parce que on peut avoir une scène de plongée un peu extraordinaire où oui, c'est Ethan Hunt qui survit, mais là... Enlever sa combinaison à 150 mètres. Il perd son truc. Pas de spoil. Il prend des torpilles dans la tronche, et puis machin, et puis truc, et finalement... Non, mais non, c'est non. Tout ça pour ressortir et que la meuf elle est à moitié à poil pour le sauver alors qu'elle est sur l'Arctique. Enfin, pourquoi en fait pourquoi elle s'est mise à poil pour le sauver alors qu'elle est genre à moins 50 dehors? Je comprends qu'on la paye. Bon. C'est le genre de truc qui m'énerve un petit peu. Je trouve que c'est très généreux en action. Ça, pour le coup, il y a du divertissement. C'est très, très pauvre scénaristiquement parlant. C'est une saga qui est restée bloquée dans les années 90, c'est-à-dire que Tom Cruise, il regarde une VHS au début. Enfin, arrêtez, en fait. On est en 2025. Après, il y a ce truc de l'IA où il peut pas... Je m'en bats les steaks. Ça suffit. Sinon c'est un piraté, DVD, quoi. ça marche aussi, en fait. Une VHS. C'est non. La présidente, elle lui parle pendant un quart d'heure pour lui dire « Vous avez fait ça dans le film numéro 1, puis vous avez fait ça dans le film numéro 2. » 15 minutes de récap de flashback de film. Le Minitel était en panne, faut préciser. C'est non, en fait. On arrête les flashbacks à la con comme ça, juste pour montrer que Tom Cruise était incroyable depuis 30 ans. Non, c'est mort. Moi, j'en ai marre de ça. Surtout, ça va trop vite, tu sais même pas ce que t'es en train de regarder. Exactement. C'est-à-dire que toi, t'as pas vu la saga Mission Impossible, t'as dû te dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, tu l'as vu en résumé, je crois. Ouais, c'est ça. Et je déteste les films qui crée des dialogues pour expliquer aux spectateurs ce qui s'est passé dans les films d'avant, comme si Tom Cruise il n'était pas au courant qu'il avait fait ça. Oui, Ethan Hunt, bien sûr que vous savez déjà sauver le monde lors de cet attentat. Il le sait en fait, il l'a vécu. C'est juste pour nous et ça m'énerve parce que ça veut dire que c'est très très mal écrit. Et les incohérences, type on se fout à poil dans l'article. Machin devrait être mort, en fait il est pas mort. Ça c'est plus possible en fait. Dans des films avec des millions et des millions et des millions de dollars de budget, c'est pas possible de faire ça. Surtout que Macquarie, c'est loin d'être un mauvais. Mais je n'aime pas ça. Macquarie, c'est de base loin d'être un mauvais scénariste, quoi. Enfin, il est quand même oscarisé. Je ne comprends pas en fait comment ils sont dans la facilité comme ça. Il y a zéro cohérence dans ce film. Le film a souffert de ses réécritures. Il y a un compte à rebours de 30 secondes qui dure 10 minutes à l'écran. Enfin, à un moment donné, non. Oui, ça, c'est classique au cinéma hollywoodien. Oui, mais non, c'est stop. On en a marre. Bon, écoutez, moi je vais quand même envoyer des bisous à Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Et Tom Cruise n'est pas Dieu sur Terre, hein. Faudrait rappeler quand même. C'est vrai, mais il est quand même charismatique. Dieu dans mon cœur. On va maintenant passer au nouveau film de Cédric Clapiche, La Venue de l'avenir, bande d'annonce. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter Le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris. Hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Me regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 C'est mon père. C'est qui mon père? Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Ne bouge pas. On découvrira des choses sur eux. On découvre aussi un peu de choses sur nous. Vous faites quoi? On se réveille?
aujourd'hui, en 2025, une trentaine de personnes issues de même famille apprennent qu'ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. 4 d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy, sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale à 20 ans. Au casting, on trouve Suzanne Lindon, Abraham Wattler, aka le sosie de François Civil, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Zinedine Soilem, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sarah Giraudot, Cécile de France, Pomme, François Berléand, bref, un film de Cédric Clapiche avec beaucoup de gens. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de l'Avenue de l'Avenir ? Alors, déjà, le cinéma de Clapiche, moi, c'est un cinéma que j'aime beaucoup de base parce qu'il oscille toujours entre réalisme et onirisme un peu fantastique et c'est quelque chose que j'aime bien chez lui. L'Avenue de l'Avenir, je l'attendais un peu parce que j'avais vu que ça parlait de peinture et moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Je fais beaucoup de musées d'art, je suis très intéressée par l'histoire de l'art et donc j'avais très hâte de voir ça. Et je sens que le film souffre de certains défauts. Mais en fait, ils m'ont pas gêné, donc je laisserai mes camarades en parler certainement. Moi, je vais me concentrer sur le positif parce qu'en fait, j'ai passé une très bonne séance et ça m'a beaucoup diverti, que ce soit les séquences dans le présent que les séquences dans le passé, parce qu'il y a un jeu de ping-pong entre les deux époques. Déjà, je trouve que le casting est très bon. Je trouve pas que j'avais très peur des acteurs dans le passé. Et en fait, ils m'ont agréablement surpris, que ce soit le trio Schneider, Kircher et Lindon, je trouve qu'ils marchent très bien. Le quatuor dans le présent, il marche très très bien aussi. J'étais très touchée par les personnages et par leur jeu. Et Claude Monet est un de mes peintres préférés, donc je suis très heureuse déjà de voir ses œuvres à l'écran. Quand on voit le musée de l'Orangerie au début, c'est un musée que j'aime énormément. Et je trouve ça magnifique. Et je trouve que du coup, ça apporte une couleur et une lumière assez belle au film en général, parce que Clapiche, je pense qu'il s'inspire un peu de cet univers-là pour faire sa lumière. Et ensuite, au niveau de l'histoire, moi, écoutez, j'ai été divertie par ce que j'ai vu, cette histoire de famille qui se connaissent pas et qui doivent gérer un héritage, qui est une espèce d'enquête sur qui étaient leurs ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient ses liens, ses amis, tout ça. J'ai été pris dedans, un peu comme si je faisais partie de leur famille aussi, que je cherchais aussi c'était qui mon ancêtre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup diverti. Donc pour moi, c'est une bonne surprise. Costa ? Alors, moi j'avoue que j'adore quand un film me fait passer par toutes les émotions. Et ce film me fait passer par toutes les émotions. Il y a une scène où un jeune dit merci à son grand-père et je suis vraiment tombé en sanglots parce que ça me touchait beaucoup, quoi. C'était très mignon. Et en fait, en gros, j'ai 2 lectures sur ce film. La première lecture à chaud, où en vrai, j'ai adoré le film. Au départ, j'ai eu peur parce qu'il y a quand même un archétype du perso écolo, pardon. Oui, mais c'est relou. Vincent Macaigne qui est incroyable. Comme d'hab, il fait un peu ce perso et j'ai eu un peu peur au départ. Et puis après, de plus en plus, je rigolais. Et la mise en scène est simple, mais on sent en fait qu'il n'a pas forcément de doute sur sa mise en scène. On sent que c'est un film de la maturité. J'adore dire ça de Clapiche, j'adore. C'est très marrant de se dire ça. Et non, en vrai, j'ai beaucoup aimé le film. Le casting sont très cool, donc l'image est très belle. Et je m'attendais pas à un film sur la peinture. Et en fait, ce que j'ai surtout adoré, c'est les petites histoires de chaque personnage, surtout mention particulière pour le personnage du prof. Je l'adore. Zinedine Soilem, il est incroyable. Le moment où il lit la lettre de la dame à l'époque, là, c'était magnifique. Après, par contre, j'ai eu une lecture un peu, quelques jours plus tard, où je me suis quand même dit que c'est quand même un film qui se passe dans un milieu quand même assez pas riche non plus, mais c'est quand même un monde plutôt idéal. Par exemple, la scène où bon là j'avoue je spoil, mais il y a une scène de fin pour le prof justement, et je me dis quand même c'est quand même très idéal. Et on a besoin d'un peu d'idéal parfois. C'est vrai. Donc en soi j'ai aimé le film quand même, c'est très cool. Franchement j'arrive pas, je suis biaisé. Jonathan? Non, je vous rejoins sur pas mal de trucs. C'est vrai que le cinéma de Clapiche, moi je l'aime beaucoup. Il est toujours empreint d'une naïveté, donc ça fait aussi ses qualités et ses défauts. Et le film aussi regroupe pas mal d'obsessions, le rapport à la famille, les liens familiaux, la quête de sens. Il y a beaucoup de films en fait où les personnages sont toujours en quête de sens, que ce soit à travers le passé ou à travers leur relation présente. Donc je trouve que je passe toujours un très très bon moment devant les films de Clapiche. Là j'avais un petit peu peur du passage entre le passé et le présent. Je trouve que ça s'articule plutôt bien. Donc voilà, c'est toujours en fait j'ai toujours un petit du fait de sa naïveté et des petits défauts que j'arrive toujours à avoir dans les films de Clapiche,
j'arrive toujours à y passer un bon moment. Donc ouais, je te rejoins là-dessus, Marie. Le film est quand même très agréable, assez touchant, plutôt drôle, avec des personnages. En fait, on est toujours un peu, c'est vrai que dans la caricature et dans l'angélisme, mais je pense qu'aussi ça c'est vraiment très propre au cinéma de Klapisch de pas être dans le cynisme. En fait, c'est toujours un peu, ça finit toujours bien. Voilà, il y a toujours des conflits entre les personnages. Comme tu dis, c'est de naïveté, c'est un peu ça. Oui. J'ai quand même eu au départ très peur parce que justement, au départ, j'ai cru qu'il avait une vision sur les jeunes et du coup aussi sur les personnes écologiques en quelque sorte, qui était très très méprisante. Et en fait, au final, mesure, son genre pour le coup. Il y a un autre point de vue et là c'était du régal quoi. Mais j'aime bien aussi le fait que, il y a sa vision du passé, elle est assez fantasmée, et très peu, je pense à la recherche de vérité. J'aime bien ça. Il y a une espèce de rêve fantasmé d'une époque que nous aussi on fantasme aussi, parce que le Paris de 1890. J'adore. Ou à Paris, il y a, à fond, quoi. Les costumes, la manière de s'habiller, de se coiffer, de parler. Ça retranscrit une époque qu'on fantasme, et j'aime bien que le film joue avec cette relation à ce fantasme-là qu'on a de cette époque. Il filme très très bien Paris, Klapisch, je trouve. C'est moi qui adore cette ville, je trouve que c'est bien filmé. Et il y a une scène quand même au milieu, sans spoiler, où le passé rencontre le présent, qui pour moi j'étais explosé de rire. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré cette scène. Grand amateur de drogue. D'acide, oui, bien sûr. Grand amateur d'acide. Franchement, j'ai trouvé cette scène incroyable. C'est trop marrant, vraiment. Très, 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 très marrant. Eh ben, le nouveau Cédric Klapisch a l'air d'avoir mis tout le monde d'accord. On va passer au top parce qu'on a quand même vu pas mal de films à Cannes et il est temps de nous donner nos top. Donc top un peu spécial cette semaine du coup, puisque c'est un top sur nos meilleurs films du Festival de Cannes 2025. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur, puis viendra le top 3 de l'équipe de TCS, surtout de nous deux. Marie, quel est ton top 1 ? La venue de l'avenir. Jonathan. Également, l'avenue de l'avenir. Costa. Idem. Et Hugo. Moi, ça sera L'intérêt d'Adam de Laura Vandel. Eh bien, le top 3 de cette semaine qui donc reprend les films qu'on a vus. En numéro 3, on trouve Sentimental Value de Joachim Trier. En numéro 2, on trouve I Love Peru de Raphaël Quenard et Hugo David. Et en numéro 1, on retrouve Splitsville de Michael Angelo Covino. Ce top, il a pas de sens, on a vu aucun vraiment film. très étonnant. À savoir que du coup, Mission Impossible se retrouvait 5e à égalité avec Love and Trial et L'intérêt d'Adam était 4e. Bon, cette semaine, c'est le retour de la reine des quiz. On perd pas plus de temps. Marie, c'est à toi. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, remarque. Anyway, lead on. Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Pour ce quiz, ce soir nous avons à ma gauche l'équipe de Costa. Tu seras chef d'équipe accompagné de Hugo. Oh. Et à ma droite nous avons l'équipe de Lucas. Tu seras chef d'équipe et tu as Jonathan dans ton équipe. Merci. La première question, vous la connaissez. Vous devez trouver le titre de ce quiz. C'est qui chef d'équipe? C'est moi? C'est toi. Le quiz de l'avenir. Bah alors soit ouais, ils l'ont dit, soit le quiz en de l'avenir. En attendant que vous trouviez, je fais un gros bisou à Dame Dame et à Véro. Okay. On dit le quiz de l'avenir. Bah nous on dit quiz impossible. C'était quiz impossible, bien sûr. Ah, quel goal, Jonathan. C'est trop évident, je pensais que c'est juste pour vous donner un indice sur comment va se passer ce quiz. Aïe. Et on passe tout de suite à la première musique de film. À vos casques, dans quel film peut-on entendre cette musique? Encore? Oui. Qui a dit? Tu l'as dit avant que ça commence? Ça a été très viite. Deux accords de guitare. C'est avec la piche, absolument. On passe au En or ou en bois. Tu sais que t'es avec lui, hein, Jonathan? Oui, je sais, mais je suis impressionné par sa rapidité. En or ou en bois, première info. Ellie Atwell était enceinte de 8 mois lorsqu'elle a tourné Mission Impossible 8. Ah putain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'y crois. J'aurais dit en bois. Ça me paraît gros, mais pourquoi pas ça serait. Moi j'aurais dit en bois. Allez, on est joueurs. Ah bah vas-y, en bois. Allez, en or. En or? En bois. C'est vrai. Ah putain. Et voilà, j'ai pas d'autres infos, mais c'est vrai. Mais elle était enceinte de 8 mois. Voilà, premier point pour l'équipe de Costa. Deuxième info, la sortie de la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi, est repoussée au mois d'octobre à cause d'un conflit avec le gouvernement iranien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attends. En fait, je vous ai entendu en parler tout à l'heure. On sait que c'est repoussé. Est-ce que ça serait pour ça? Moi, du coup, j'ai la réponse, mais je vais laisser répondre en premier. Par contre, vite, hein, parce que. Vas-y, je vais pas décider. En bois.
Oui, c'est faux. C'est repoussé, mais c'est pas à cause du gouvernement. Non, iranien. c'est un choix stratégique de marketing, quoi. Voilà. Pour qu'il ait plus de chances de faire de l'audience. Ok, d'accord. Donc ça fait un point chacun. Vous passez à 3 dans l'équipe de Lucas, à 2 l'équipe de Costa. Nous passons au qui a dit. Qui a dit cette citation ? C'est génial. Je me sens inspiré de manière incommensurable par ce que j'ai vu ici. Ça a été si revigorant, je vais emporter avec Jeremy moi Strong. toutes ces œuvres. Jeremy Strong, qui parle de son expérience on de était jury. là, hein, on était en face de lui. Attends, qui l'a dit en premier ? C'est toi qui l'a dit en Moi, premier, Lucas ? non, lui, il a dit De Niro. Ah d'accord. On y Et fut. il finit par. on y fut. C'est comme conclave avec du champagne. Avec du champagne. On y était quand il a on y dit. était. Ouais. Oh, bah, pardon, excusez-nous en fait. On passe était à en 4 face de chez lui. Même Lucas. parce que je crois avoir eu un eye contact avec lui. On passe à la Sherlock Holmes, un crime très court, donc c'est le plus rapide. Suite à mon soutien à Donald Trump, je ne peux plus travailler Zachary avec vous, Zachary Levi, absolument. Pas 37 de soutien de Donald Trump. Vous gagnez 3 points supplémentaires, vous passez 3 à 5. 3 points. Moi un peu, je n'ai plus parlé, là, j'y arrive plus. Je sais 3 plus où points j'en suis. d'essence, merci, c'est gentil. On arrive à un quiz spécial. En honneur à notre Palme d'Or, à Jafar Panahi. Les accidents au cinéma. Un quiz spécial, le cinéma iranien. Oh, c'est dur. T'es bon là, dans le cinéma iranien, j'attends. Et nous Je connais quelques trucs. Nous commençons avec le qui Je me c'est pose sur celle-là. toi, hein. Si je vous dis comme personnage, Marie Brisson. Golshifteh Varani. Non, il faut que tu trouves le film. Le diable n'existe pas. Non. Comment on dit Marie Brisson. La séparation. Non. Ah, Vous êtes sur le bon réal. T'as dit quoi Putain. donc La séparation. Taxi Téhéran. Non. Oh putain, ouais. Je crois que le c'est passé. Montréal. Le passé, absolument. Bérénice Asghar Bejo. Farhadi, donc. Super chanson de C'est le Tal. personnage de Bérénice Bejo. C'est tout ce que j'avais aussi. Tari à retardement. Vous égalisez. Hein Tari à retardement. Et moi toujours. Ah oui. C'est le temps que ça monte au cerveau, tu sais. Bon. On arrive à une réplique à un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique ? Non, ta journée, toi, c'était comment ? Je ne comprends pas. Chez nous, c'est 5 femmes, madame. 5. C'est du vrai français, c'est pas du doublage. Hein. La polygamie, c'est une femme. Madame putain. Ferrechte, quoi La source des femmes bien Non. ma fille a fait le Il voyage faut que tu répondes, organisé c'est avec pas vous, il n'y a rapide, pas là. de problème. Ah, ok. C'est beaucoup plus rapide là. Hein. Il faut le Tu film. dois j'ai jurer pas- qu'elle revient vierge. C'est pas une Je suis gigole. désolée, j'ai honte. Pour tout vous dire, je suis un peu inquiète. Il y a quelqu'un dans de ces C'est-à-dire acteurs que actrices c'est qui est ma Leila fille. Bekti. Oui, je sais, je Ouais, l'ai j'ai reconnu pour reconnu ça. aussi. Ouais. Ma mère Dieu Non. Elle a pas de petit copain. Parce que j'ai connu les Alors c'est un garçons. film français mais sur l'Iran. Ah putain, nous trois ou rien. Nous trois ou rien. Absolument. Bien De vu. Keiron, donc On va qui parle perdre, on va de sa famille en Iran. Et le chat d'Iran qui est joué par Alexandre Astier. Et absolument. Et vous passez à 6. Appropriation culturelle. On arrive au jeu des synonymes. Attention si je vous dis la semence du banyan barbare. Les graines du figuier sauvage. Ouais, les graines du figuier sauvage, tout à fait. Vous passez à 7. Banyan est un synonyme de figuier. C'est terrible. C'est affreux. Attention, Et il se merci moque le de tout. Québec. Si je vous dis comme titre québécois, en route. Oh, putain, aucune idée. C'est très littéral, hein, je peux pas vous En mentir. route. En route. En chemin. Non. Taxi Téhéran. Alors le titre original est anglophone. On the road. Mais pas loin. Ah, Hit the Road. Hit the Road de Mohamed Rasoulov. Vous passez à 8, l'équipe de Lucas et Jonathan. On passe à la critique hallucinée. Donc je donne une critique très mauvaise d'un film. Vous devez retrouver le film qui est critiqué finalement. Pourquoi pas 4 étoiles ? Taxi Téhéran. Parce que le réalisateur a oublié de se séparation. munir d'une paire de ciseaux Eddington. et de Le diable couper. n'existe pas. Non, et de couper 1 heure sur les presque 3 heures du film. Résurrection. Non, passez le second tiers en roue. Mais non, c'est un film iranien. Une dame à côté se pince pour rester éveillée. Mon voisin de droite dort carrément et derrière j'entends un ronflement régulier. Faut-il fiche le camp ? On hésite et miracle. Au Le moment du Machad mariage. À propos d'Eli. Au moment du mariage, le film démarre. Enfin. Remarquable purée. jusqu'au bout avec un final éblouissant. Pourquoi ne pas couper 1 heure de bavardage insipide ? La loi de Téhéran. Mystère. Non. Leila et ses frères. Leila et ses frères. Wow. Absolument. De Saïd Roustaé. C'est bien parce qu'on dit vraiment juste tous les titres de films iraniens qui me passent par la Et vous tête. passez Et à un à moment, Mais c'est neuf. pareil, c'est revenu. C'est comme si on citait camping alors que c'était Persépolis quoi. On passe au pas tourné. Question. Parmi ces réalisateurs iraniens, lequel n'a jamais réalisé de film dont le titre contient le nom Téhéran ? Ah, Jafar ok. Panahi, Saïd Roustahi, Abbas Kiarostami, Ali Asghari ou Ali Souzandeh. Jonathan, j'en ai Ah, mais il n'y en a que quatre, aucune bon. putain d'idée. Alors. Dis au pif. Dis un chiffre au pif, Oui. Ok, 3. Il y en a 5 en vrai, hein, Trois. il manque une photo. 3. Abbas Kiarostami, vous Oui, dites je donc. dirais ça aussi. Bah, le 3 là. Alors, nous commençons par Jafar Panahi, Taxi qui a Téhéran. donc fait Taxi Taxi Téhéran. Téhéran. Saïd Roustahi, qui La a loi fait de Téhéran. La loi de Téhéran. Ali Souzandeh, qui a fait Téhéran Tabou. Bien sûr, Et Ali Asghari, qui a fait Chronique de Téhéran. bien sûr. Abbas Kiarostami a une filmographie long qu'on le bras, mais n'a jamais eu de titre avec le mot Téhéran dedans, effectivement. La chance que j'ai. Vous passez à 10 chez Lucas, à 6 chez Costa.
On va se refaire. Ouais. On passe à la Ouais. question casting. Je vous cite le casting, vous devez retrouver le titre du film. Attention. Sarah Salamo, Carla Campra, Elvira Le diable Minguez, n'existe pas. Ima Cuesta, Barbara Leni, Louis Machad. Non, Edouard Fernandez, Ricardo Darín, Javier Bardem, Penelope Cruz. Purée, comment il s'appelle? Le film de Asghar L'aspiration. Farhadi. Non, qui c'est bien s'appelle- Farhadi, mais... J'ai un Le trou. passé? Non, tu as déjà dit Non, un c'est le extrait. film espagnol de Eh Asghar oui. Farhadi dont j'ai oublié le titre. Et alors, Donne le mince, hein. gauchage, quoi. Je vous donne un demi-point parce que tu sais que voilà, Oui, tu as le oui, film, oui. c'est Everybody Knows. Everybody Knows. Passé à 10,5. C'est pas une chanson de Leonard Cohen? Non, c'est une chanson qui est au Peut-être début de aussi. Justice League. je Attention, Oui, musique c'est de Leonard film. Cohen. Dans quel film peut-on entendre cette musique? crois. Le diable n'existe pas. Non. Louis Machad. Oui. Oui, j'allais le dire. en plus. Au bout d'un moment, quand même. Mais à un moment, ça va marcher, le diable n'existe pas. Vous passez à 7 chez Costa. Nous arrivons au duel time. Et les duel time sont dédiés, figurez-vous, aux réalisatrices iraniennes. L'équipe de Jonathan, Lucas. Donc Lucas, tu commences à choisir ton thème, puisque tu es en tête. Tu as le choix entre France ou USA. France. Parmi ces films de Marjane Satrapi, Ah putain. lequel n'est pas adapté d'une BD? Ah putain. Oh la chance. Poulet aux prunes, Paradis Paris. Il n'y a pas d'image parce que ça peut... Vas-y. Poulet aux prunes, Paradis Paris, Radioactive ou Persépolis. C'est bon, Paradis Paris. Je note. C'était la Costa. seule que je pouvais avoir. Tu as la question donc USA. Nice. Démêler le vrai du faux. Laquelle de ces affirmations sur A Girl Walks Home Alone at Night d'Anna Lily Amirpour est inventée? Le film a été tourné dans le désert de Patagonie. Anna Lily Amirpour joue dedans en plus de le réaliser. Le film a donné naissance à un roman graphique. Le film est entièrement tourné en persan. Laquelle de ces infos est fausse? En persan. Idiot. Tu peux répéter? Il fait des blagues. Le film a été tourné dans le désert de Patagonie. Anna Lily Amirpour joue dedans en plus de le réaliser. Le film a donné naissance à un roman graphique. Le film est entièrement tourné en persan. Pouf. Allez, premier désert de Patagonie, là. Très bien. Alors, Costa, on va commencer direct par toi. Oui, enchanté, bonjour. Bonjour. Le film est bien tourné entièrement en persan. Il y a eu un roman graphique qui est sorti quand le film est sorti. Nice. Et Anna Lily Amirpour joue dedans. Par contre, c'est tourné dans le désert de Californie. Tu Ouh. as donc raison et tu gagnes 3 points pour ton équipe. Vous passez à 10. America. Lucas. Poulet aux prunes Persépolis, et évidemment que c'est Ouais. adapté des BD de Marjane Satrapi. Radioactive, c'est adapté d'un roman graphique Radioactive, Marie et Pierre Curie, A Tale of Love and C'est Fallout parce de qu'il y a Lauren Taylor Joy Redniss. dedans que je le sais. Et Paradis Paris, pas du tout, effectivement. Donc tu as également raison. Donc la tu question était gagnes facile. 3 points. Vous pardon. passez à 13,5 et vous gagnez ce quiz. Ah. Jonathan et Lucas. Toujours invaincu au quiz. Bravo. Merci beaucoup Truqué. Marie pour ce quiz. Avec Il est un maintenant immense temps plaisir. de passer à nos recos de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Hugo. Moi j'avais pas dit de reco, du coup j'ai encore parlé d'un film que j'aime bien. Et oh, comme par hasard, c'est un film de James Gunn. Non, Horribilis, qui est son premier film, qui est un petit peu oublié dans sa filmographie, qui est un film d'horreur, une comédie d'horreur assez maligne déjà. Fort heureusement. Oui. Oublié. Ouais, d'accord. J'ai très mal là. Non, c'est genre c'est une comédie d'horreur du début des années 2000, c'est Scary Movie. Et non, celle-là, je la trouve assez maligne dans sa mise en scène, de reprendre pas mal de codes ou d'éléments de cinéma d'horreur des années 80. C'est très drôle. Ça fait très film de zombies qui critique un peu le capitalisme. Voilà, c'est un premier film, donc oui, c'est très inégal. Mais moi, j'aime bien quand c'est gore, j'aime bien quand c'est dégueulasse. Donc voilà. Marie. Moi, c'est le Café Solo, un café à Montpellier, rue Saint-Guilhem, que j'adore. Les gérants sont incroyables. J'ai écrit un article sur eux pour mon blog. Et c'est mon petit coin de paradis à Montpellier. Donc voilà, je les adore. Est-ce qu'il y a Han Solo dans le café? Allez, ta Tous gueule. les jours. Costa. Alors, moi, du coup, c'est le long métrage documentaire We Are Coming, chronique d'une révolution féministe réalisé par Nina Faure, qui est montpelliéraine. Donc, c'est un long métrage documentaire autant marrant que engagé, où en fait, du coup, elle part sur un principe que on prétend que l'égalité des sexes est déjà là. Et alors, pourquoi l'accès au plaisir pour les femmes est aussi difficile? Et en fait, par exemple, pour vous dire, dans le documentaire, elle va écrire sur Google comment abolir le patriarcat. Et en fait, c'est une sorte de documentaire hybride, très marrant, et j'ai adoré ce film. Voilà. Plus quoi. Jonathan. La dernière fois, je vous avais parlé du formidable roman graphique La Route, donc je vais rester dans le domaine de la BD, avec une autre pépite que j'ai découvert cette semaine, qui s'appelle Oka de Neyev, une histoire de western qui questionne le rapport aux origines, à la violence et à l'histoire
histoire américaine, c'est d'une beauté renversante, un travail sur le cadre, sur la profondeur et sur les mouvements que j'ai trouvé sublime. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dans un univers western et graphique passionnant, vous pouvez y aller, c'est magnifique. Et moi, je vais vous conseiller le film Jay et Bob contre-attaque de Kevin Smith, qui a été le premier film de Kevin Smith que j'ai vu, et donc mon préféré également. Donc c'est un stoner movie, donc c'est complètement con, mais c'est très très drôle, et donc il faut absolument que vous alliez voir ça. Attends, parce qu'il me semble qu'on avait une autre reco, mais il faut juste que je retrouve ça vite. On a un jeu concours, on a un jeu concours pour gagner donc des places pour, attention, je retrouve le film. Le bonheur est le bonheur est une bête sauvage. Merci Marie. Heureusement que j'ai mes lunettes. Donc vous pouvez aller voir donc sur le compte Instagram. On fait gagner des places pour l'avant-première du film au Pâté Comédie. Merci du conseil. C'est déjà la fin de notre émission spéciale Cannes. Déjà, si on veut. J'espère que moi, Alexandre Hamas et toute mon équipe, on vous a fait passer un bon moment. Vous pouvez écouter les replays de l'émission sur Spotify, Deezer, Apple Music et toutes les belles plateformes de podcast. Personnellement, je souhaitais adresser des remerciements particuliers. Donc merci quand même à Radio Campus de nous avoir envoyé, moi et Hugo, pour vivre ces 2 semaines de folie. Merci à Gianni de Cinéverse qu'on a rencontré sur place et qui est un gars en or massif. Un grand bravo aussi à Margot qui bossait à la semaine de la critique. On pense à toi. Merci à Sodebo pour leur sandwich et leur salade. Merci à Thierry Frémaux. Sodebo, hein, vraiment. Merci à Thierry Frémaux parce qu'on lui doit beaucoup quand même. Voilà, il faut le dire. Bisous de Thierry. Merci à Yanis et Lucas, les génies de la régie. Merci à Hugo de m'avoir supporté pendant 2 semaines. Merci à Note Serious, Benzaï et Sturi de nous avoir divertis quand on était à l'appart. Il est temps pour nous de vous laisser. La semaine prochaine, c'est Marie qui sera aux commandes d'une émission sur Lilo et Stitch de Dean Fletcher Camp, The Phoenician Scheme de Wes Anderson et Hot Milk de Rebecca Lenkiewicz. Vous savez, ce séjour à Cannes aura permis de clôturer 2 arcs importants de TCS quand même. 1, l'arc de ma jalousie parce que Hugo était à Cannes l'année dernière. Mais surtout 2, on a rencontré quelqu'un de très important. Et je ne pouvais pas mettre fin à cet arc sans la musique de fin du film en question. Parce que oui, vous l'aurez compris, à Cannes on a rencontré Dakota Johnson. Et ce qu'il y a de bien avec l'avenir, c'est qu'il n'est pas encore arrivé.